j'ai pas le méga réflexe de me dire, genre, un livre que j'ai vraiment envie de lire, de le lire, tu vois. D'accord. Genre, si ça sert pas à mon travail, je suis pas... Tu mets de côté, ouais. Un peu, ouais. Ok. Moi, j'aime pas dire je mets de côté, mais ouais, c'est un peu ça, j'avoue. Mais si, tu mets de côté. Si tu le prends que tu mets de côté, littéralement, tu mets de côté. Et je l'ai chez moi. De côté. Mais ouais. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Pas Podcast, où je reçois tous les mois un invité différent. Et pas un alcoolique, comme j'ai pu dire au dernier épisode. Je vais essayer de faire un effort et essayer de prendre des cours de diction pour les prochains épisodes. Aujourd'hui, je reçois Robin. Bonjour. Bonjour. C'est moi. C'est lui, le fameux. Tada. Du coup, aujourd'hui, comme d'hab, on va revenir un petit peu sur son parcours de lecteur, un peu comment il est arrivé là à lire et à faire 2-3 trucs. On dira juste après, parce qu'il a fait 2-3 trucs quand même. 2-3 trucs très cool. On va voir un petit peu son top 3, une lecture qu'on avait en commun, qui n'est pas du tout une surprise d'ailleurs. On s'est pas trop fait chier. Et voilà, et un peu sa première, sa dernière lecture, tout ça. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, s'il te plaît ? Mais oui. Déjà, merci de me recevoir, c'est vraiment cool. C'est très joli ici. Donc, je m'appelle Robin, j'ai 30 ans et je suis éditeur. Et notamment éditeur du label Lorston. Tu veux ici ? Exactement, dont je suis techniquement le responsable éditorial. Attention. Et puis c'est à peu près tout ce que je peux dire si je veux faire une version courte. Ce qui est et une version moyenne. Mon choix. Ah d'accord, très bien. Tu peux ne rien dire aussi, ça marche bien. Tu peux ne rien dire. Très bien. Cet épisode va être super chiant, il va durer 12 minutes, ça va être génial. Est-ce que du coup, tu peux nous raconter un peu ton parcours de lecteur, comment t'en es arrivé à lire, comment t'en es arrivé à faire tout ça ? Ouais, tout à fait. Alors, moi, pour le coup, j'ai appris à lire assez vite. Quand je suis arrivé en CP, je lisais déjà un tout petit peu. Ok. Mais j'ai quand même fait mon CP, j'ai pas sauté de classe, etc. J'étais un peu chill, quoi. J'aimais bien l'idée de pouvoir être tranquille, donc c'est ce que j'ai fait. Je lisais pas non plus énormément pour le plaisir quand j'étais gamin. On va dire que j'ai lu quelques et Arnold, tu sais, la petite collection. Avec la tête comme ça. Exactement, lui-même. On s'en souvient. Le roi des égouts, vraiment, c'était le pic. Il a traumatisé toute une génération, je pense, avec sa tête chelou là. Mais en tout cas, voilà, ça a été un petit peu on va dire le début de ma vie de lecteur, c'est de lire un petit peu ce genre de série. Après, j'ai commencé à lire un petit peu de Fleuve Noir, tout ce qui était, tu sais, très licence. Donc, les petits bouquins inspirés de séries, par exemple, tu avais des bouquins sur Charmed, sur... ok, je savais pas. Ce genre de choses, ouais, okay. Ça a été un gros truc, on va dire début des années 2000, vers 2010 aussi, je pense. Mais voilà, c'était pas une grosse passion. On va dire que moi, j'étais pas hyper inspiré par la lecture. Je suis dans une famille, en fait, qui lit pas beaucoup. Une famille qui lit pas trop ? Ouais, j'étais dans une famille qui lit pas trop, donc c'était pas... je suis pas venu vers la lecture en me disant « Ah, ma mère lit, mon père lit, mon grand-père lit. » Donc, c'est une évidence, t'es dans l'environnement où tout le monde lit. Ouais, c'est ça. C'est qu'on va dire qu'il y a des amis de ma famille ou mon oncle et ma tante qui m'ont acheté des bouquins, je les ai lus, puis après, en fait, je suis vachement allé à la bibliothèque avec mon école. Okay. Et c'est comme ça que j'ai commencé à lire un petit peu les Arnold, les Fleuves Noirs, etc. Et puis, est arrivé un jour où on a déménagé avec ma mère qui est allée vivre dans un tout petit appartement, mais qui était au-dessus d'un tabac. Okay. Et donc, j'allais beaucoup au tabac quand j'avais 10-12 ans. C'était un petit peu l'endroit où je trouvais des bouquins intéressants. Et c'est là que je suis tombé sur... Alors, pas celui-là, du coup, parce que le premier a disparu. Ouais. Donc ça, c'est le tome 3 de la série. Mais bon, on va faire comme si. Déjà, il est dans un état déplorable. Heureusement, vous êtes très très loin, vous voyez pas le... Il est dans un état déplorable. Ouais, il est vraiment dégueulasse derrière. Il y a vraiment des... Enfin bref, c'est affreux. Mais je suis tombé donc sur le premier tome de La guerre de la faille de Raymond E. Feist. Feist. Écoute, je sais pas trop. Je travaille dans le livre audio, mais je ne sais pas. Je suis libraire, je sais pas. Moi, le nom des auteurs, c'est un secret pour moi. Je sais pas comment les dire des fois. C'est ça. Mais en tout cas, voilà, ça a été... la couverture était très sympa, en tout cas pour l'époque. Aujourd'hui, c'est vrai que ça a l'air un peu ringard. Ouais, c'est un peu cheap, ouais. Mais écoute, moi, à 11 ans, incroyable. C'était everything. Okay, c'était tout ce que je voulais lire. Ouais. Tu voyais, en fait, sur la couve du tome 1, t'as un espèce de gamin qui manipule des espèces de lucioles, de lumière ou que sais-je. En gros, il fait de la magie, quoi. Et ça s'appelait Pug le magicien. Enfin, l'apprenti magicien, du coup, le tome 1 de cette collection-là, puisque le vrai nom du tome, c'est Pug le magicien. Ok. Ou le magicien, tout court. On fera un disclaimer. En fait, non, il a dit n'importe quoi. Je connais pas les titres des livres dont je parle, donc...
Mais en tout cas, voilà, ça a été vraiment cette série d'imaginaire, ça a été la première dans laquelle je me suis vraiment plongé. Et ça a été la première fois que je me dis, waouh, en fait, la lecture, Il y a des trucs cool. les romans, c'est trop stylé, quoi. Tu peux vivre des aventures de dingo, tu peux rencontrer des personnages de fou malade, tu peux vraiment vivre des choses, quoi, avec la lecture. Donc ça a été vraiment le déclic, cette première série d'imaginaire. Et c'est quoi, c'est de la jeunesse? Donc il a fait un truc en jeunesse? Non, en fait, ouais, c'est dans la collection livres de poche jeunesse, mais parce que l'imaginaire, c'est pour les enfants. C'est pas des vrais livres, c'est un sous-genre. Exactement. Donc non, il n'y a aucune raison de mettre ça en jeunesse. Pour l'instant, pour le coup, c'est juste qu'ils les ont découpés, en fait. C'est un gros bouquin à la base, le tome 1 de La Guerre de la Faille qui s'appelle Le Magicien, donc, ou autre chose. Ouais, on verra. En tout cas, ce sont des gros bouquins, les bouquins de Raymond E. Feist, et c'est juste qu'ils les ont découpés en 4 ou 5, je sais plus. Ok, pour que ce soit un peu plus digeste. Oui, parce que sinon, il est classé en fantasy adulte, cet auteur-là. Bah ouais, mais il a raison, il se passe des choses quand même assez intenses. Bon, il n'y a pas de scène de sexe ou ce genre de choses, mais bon, par exemple, le personnage principal finit assez vite en esclavage. Oui, des thématiques qu'on adore, c'est génial. Donc bon, c'est pas, on va dire, c'est pas le schéma classique de ce qu'on trouve en littérature jeunesse en tout cas, et c'est pas du Harry Potter. Parce que ça n'était pas censé en être. Voilà. Mais bon, qu'importe. En tout cas, livre de poche jeunesse, ils ont eu tout à fait raison de le mettre là-bas, puisque moi, je suis tombé dessus en étant un enfant, et j'ai adoré. Donc, ma foi, on peut pas les critiquer. Ça parle de quoi? C'est quoi? Parce que je connais pas du tout. Ah là là, alors La Guerre de la Faille, c'est un peu... en fait, c'est de la fantasy ultra classique, mais en même temps, c'est pour ce que c'était, il y avait quand même quelque chose d'assez novateur. T'es dans un monde donc, de fantasy assez classico-classique, donc un peu médiéval fantasy. Tu suis Pug, qui est un orphelin, donc vraiment le héros... lambda. Ouais, archi cliché de fantasy. Mais il tombe sur un navire qui a l'air de venir d'un autre monde, donc il explore un petit peu le truc et tout. Et finalement, en fait, il se fait arrêter par les gardes du château. Il se fait emmener pour aller voir le roi du coin où il habite. Et finalement... d'histoire en histoire, il se fait recruter par un magicien pour devenir son apprenti, et donc c'est ça un petit peu magicien. Exactement, c'est ça un petit peu le début de l'histoire. Et en fait, finalement, petit à petit, tu vas découvrir que ce navire là sur lequel ils sont tombés au tout début, lui et son pote, en fait, ça vient effectivement d'un autre monde. Et il y a une sorte d'invasion qui est en train de se préparer de cet autre monde vers leur monde à eux. Et donc, voilà, il va falloir se préparer à une petite guerre, voilà. Un petit combat. Et franchement, c'est très très chouette. Il y a plein de personnages très colorés. T'as une princesse qui est très chouette. Mais oui, mais elle fonctionne. J'aime pas les princesses. Mais tu l'aimerais pas elle non plus. Au début, elle est vraiment assez chiante. Mais elle a un très chouette développement. Son meilleur ami aussi à Pug est vraiment très très chouette. Il se passe plein de choses. T'as des dragons. C'est vraiment. C'est de la fantaisie, quoi. Ouais, c'est de la vraie fantaisie. Très très cool. Franchement, donc bête d'expérience pour le coup. Et tu penses quand même que c'est toujours adapté pour un public en jeunesse? Écoute, moi, après, je pense que j'étais un gamin relativement mature, donc je pense que pour moi, ça passait. Je pense pas que pour tous les gamins de 12 ans, ça passe. Mais c'est en termes de complexité ou en termes de thématique? En termes de complexité, ça va, parce que tout est quand même amené assez lentement. L'auteur prend relativement son temps. C'est un texte qui est très dynamique, tu t'ennuies pas. Mais en même temps, on t'explique bien quand même tout l'univers, la peinture est réussie. Quoi. Tu te projettes les images assez facilement, tu comprends le système, il n'y a pas de souci. Là où pour moi, c'est peut-être un peu touchy pour des gamins, c'est plus sur les thématiques et sur l'approche de la violence, etc. Où je me dis, bon, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais après, honnêtement, à 12 ans, quand même, t'as déjà... Après, ça dépend de chaque personne. Moi, t'as déjà vu un Mission Impossible, par exemple, où ça se tape dessus. J'ai jamais vu un seul Mission Impossible de ma vie. Les enfants normaux, en tout cas. Mais en tout cas, voilà, à 12 ans, en théorie, t'as quand même été confronté à la violence dans les médias, que ça soit via les infos, via un film. Donc, parce que la vie, c'est nul. Un peu quand même. Donc en tout cas, bien, ça vous forge. Ouais, moi ça n'a pas été ma première exposition à la violence, la guerre de la faille, pas du tout. Et je pense que après c'est à l'appréciation des parents. Je pense que tu choisis ou pas d'exposer ton enfant à plus ou moins de choses. Et puis, ça. Ce que je dis aux parents, les clients qui viennent, vous connaissez votre gosse mieux que moi en fait. Je vous dis ce que c'est. Après, c'est vous le connaissez s'il est capable d'encaisser ça ou pas en fait. Ouais, et puis je pense que alors autant il y a des auteurs, oui, c'est leur gagne-pain de faire de la littérature jeunesse et c'est leur angle d'écriture, mais il y en a plein d'autres en fait où ils se disent pas j'écris pour des jeunes. En fait, ils écrivent tout simplement, ils ont une histoire chouette à raconter et puis après si ça passe pour des gens le lecteur, ça leur appartient pas de décider qui va le lire en fait, c'est aux libraires, c'est aux éditeurs en fait de prendre ce genre de décision en orientant le marketing, quel type de couve tu vas faire, où est-ce que tu vas ranger le livre. C'est ça un petit peu qui va déterminer qui vers qui c'est destiné. Ouais, c'est ça. Mais après, un auteur en soi,
encore une fois, à part les auteurs qui sont Spé spécialisés en jeunesse, littérature ouais. jeunesse, ils n'ont pas vraiment leur mot à dire sur Ouais. où est-ce que ça À termine. qui ça va donc, s'adresser au final. Ouais. Et moi, je suis très content, tu vois, finalement, que le livre de poche jeunesse ait décidé que c'était un livre jeunesse, parce que sans ça, je l'aurais jamais Ouais, lu. tu serais jamais tombé dessus, quoi. Plus, enfin, c'est quand même random de ouf, tu vois. C'était un livre qui était dans un tabac. Déjà, un gamin sur, de 12 ans, rien à foutre dans un tabac, à part pour acheter des bonbons. Si, parce que j'achetais mon jeu vidéo magazine Oui, c'est vrai. religieusement. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, ouais, effectivement. c'était peut-être un peu J'achetais plus simple. merde, comment ça s'appelle? C'est les trucs, les panini, là. Oui. Tu vois, les autocollants Oui, que tu oui. fous dans les catalogues. Voilà, Mhm. ça, j'adorais aussi. Tout mon argent de poche y passait. J'avais 2 € par semaine. Ouais. Et 2 € par semaine en panini. Ça fait beaucoup de panini au bout de quelques années. Voilà. Et puis finalement, un jour, j'ai décidé d'économiser, d'attendre 2-3 semaines pour pouvoir m'acheter ce bouquin. Ouh. Enfin, en tout cas, le tome 1. Et c'était une bonne décision, puisqu'après, j'ai acheté le tome 2, puis le tome 3, puis le tome 4. Ouais, c'est puis le vraiment tome ça qui 5. t'a lancé dans la lecture à proprement parler, quoi. Ouais, de ouf. Et Ok. ça a été une vraie révélation. En fait, c'est à ce moment-là que j'ai compris que la lecture, c'était pas juste un truc que je faisais pour faire plaisir aux adultes, mais que c'était aussi un truc Pour toi, qui pouvait me faire plaisir à moi. Parce qu'après, tout mon rapport à la lecture, en fait, avant ce passage-là, c'était vraiment, j'avais emprunté quelques livres, comme j'ai dit, à la médiathèque ou ce genre de choses. On m'en avait offert. Mais j'avais jamais l'impression que, genre, moi, j'allais avoir envie d'en avoir un, tu vois. Oui. J'en étais même arrivé à... Après, moi, j'étais un enfant qui aimait bien, tu vois, être bien vu par mes parents, par mon entourage, etc. Donc, j'aimais bien Faire plaisir. donner l'impression Ouais. que, genre, j'adorais lire et tout. Enfin, c'était bien... je trouvais que Le c'était paraître une déjà à image l'époque. de ouf, tu vois. Mais ouais, exactement. Mais je trouvais que ça me donnait une image hyper chouette. Donc, je lisais des classiques, où je comprenais pas un mot sur deux, tu vois, mais... Je me disais, non, mais moi, j'ai lu, c'est vachement bien, c'est vachement profond. Exactement. Mais ce qui est assez ridicule avec le recul, mais en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Et voilà, cette série a changé ma perception perception de la lecture. Et donc, trop chouette, quoi. Okay. Et après, c'est une série vraiment que j'ai dans mon cœur, pour le coup, et j'aurais pu la mettre dans mon top 3, hein, pour le coup, je l'ai pas fait. Parce que, en réalité, maintenant, ça m'arrive de retomber dessus et de me dire, je vais les relire. Bon, c'est plus trop de mon goût, honnêtement. Ouais, tu les as relus depuis ? Il y a très 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 longtemps, il y a très 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 longtemps, je suis pas si vieux que ça, mais on va dire que quand j'étais à la fac, je suis retombé sur le tome 1 et je me suis dit, je vais redonner un petit coup. Ouais. J'ai pas trop accroché, j'ai essayé le livre audio, pareil, j'ai pas accroché. En fait, je pense que c'est juste l'écriture, c'est plus quelque chose à laquelle, qui me touche, en fait, ce type de travail de description qui est très. C'est très fantasy classique, en fait. Oui. Ça, vraiment, ça ne. C'est très bien, ceci dit. Franchement, je pense que pour quelqu'un qui veut tenter la fantasy et qui a envie de découvrir ce genre-là, je pense que Raymond Ifei, c'est vraiment un bon super auteur. Parce qu'il y a tous les clichés et en même temps, les clichés ne sont pas non plus trop clichés. Il travaille à faire des choses qui sont un peu surprenantes. L'histoire avance très vite. On ne reste pas sur un arc 1000 ans non plus. Donc, je pense que c'est quand même une très très bonne porte d'entrée sur la fantasy. Peu importe l'âge. Ouais. Enfin, peu importe l'âge, encore une fois. Mais non, je pense que c'est une très bonne porte vers la fantasy. Mais voilà, il y a ce truc de... Aujourd'hui, j'ai fait mon chemin dans la fantasy qui fait que, genre, ma porte d'entrée, c'est pas quelque chose que j'ai envie de revisiter, quoi. Oui. Je préfère rester dans le salon, dans la cuisine. D'accord. Belle analogie. Ouais, exactement. Ouais. J'y tiens à cette image. Et écoute, ça a été vraiment un gros truc dans ma vie de lecteur, je pense. Et après, t'es resté plus ou moins dans l'imaginaire ou t'as ouvert un petit peu à plus de genres ? J'ai passé beaucoup de temps dans l'imaginaire, mais j'ai exploré pas mal de recoins de l'imaginaire. J'ai passé beaucoup de temps en fantasy. Je suis allé un tout petit peu vers la science-fiction, mais je me suis rendu compte que ça me plaisait un petit peu moins. En tout cas, je pense que je suis tombé sur les mauvais livres de science-fiction aussi. Je suis allé directement sur des trucs assez complexes, qui, je pense, n'étaient pas... ni de mon âge, ni de mon niveau de QI. Ouais. T'as lu quoi À part les dunes, c'est chiant. T'as lu quoi Asimov, j'ai fait une petite excursion et je pense que c'était pas... Et tu sais que ça me dérange encore aujourd'hui. Ah ouais ? Je pense que j'en ai eu tellement une mauvaise réaction que... Ouais, du coup, ça te... Ah ouais. Après, en SF, ça veut tout dire et rien dire. T'as plein de trucs différents dans la SF. Hein. Mais j'en ai lu plein entre-temps, je te rassure. J'ai lu plein d'autres choses, mais en fait, voilà, ma première tentative n'était pas hyper réussie. Mais du coup, je suis parti sur l'horreur après. Et l'horreur, ça a été un endroit vraiment sur lequel je me suis pas mal épanoui aussi quand j'étais à la fin du collège. J'ai passé beaucoup de temps sur l'horreur. J'ai découvert Stephen King, comme tout le monde, je pense, quand on arrive sur ce milieu-là. Pareil, Stephen King aurait pu être dans ce top 3 avec Misery, qui est mon préféré, que j'aime vraiment beaucoup. Mais bon, je me suis dit ce serait plus intéressant de parler d'autres livres. Donc, voilà. Tu sais ce que tu veux, c'est ton top 3. Hein. Exactement. Mais voilà, il y a eu cette grosse période où j'ai travaillé sur l'horreur. Lu de l'horreur, et c'était mon fond de commerce un petit peu. Et je sais ce que j'arrive sur un autre bouquin qui a marqué ma vie de lecteur, mais qui n'est toujours pas non plus dans ce top 3. Mais il faut le signaler quand même, parce que ça a été
un gros truc pour moi, ça a été Battle Royale de Koshun Takami. Tu l'as lu ? Oui. C'est vrai ? Oui. Trop bien. Mais tu sais que personne ne l'a lu. Tout le monde a vu le film, qui est très très bien aussi. Le film il est incroyable. Mais le livre est vraiment très très bien est... aussi. Alors j'ai lu le manga, moi je le conseille pas du tout. Toi tu l'aimes bien ? Moi j'ai bien aimé. Après je le conseillerais pas forcément, mais moi je l'apprécie en tout cas. Ok. Ce jugement dans le regard. Non, mais pas du tout. Mais tu sais que je les ai rachetés. Alors, moi, j'ai un truc de nostalgie. En fait, tous les bouquins qui ont marqué ma vie, comme ça, je ne les ai plus parce que je les ai perdus et que je maltraite mes livres comme pas possible. Et du coup, j'essaie de les racheter, de Sortez les retrouver. D'ici, monsieur. J'essaie de les retrouver, de les racheter dans l'édition dans laquelle je les ai lus à l'origine. Donc c'est marrant, c'est un petit peu un parcours du combattant parce que. Oui, parce que tu m'as dit il y a pas longtemps que ta première lecture, tu l'avais racheté et 10 minutes après, tu m'as dit attends, je le trouve plus, je crois que je l'ai perdu. On respire vers les lieux. Du coup, j'ai encore le tome 3, 4 et 5 là, qui sont quelque part dans mon salon. D'accord. Et du coup, j'ai retrouvé le tome 3, donc je l'ai ramené ici en disant genre oui, bah, c'est bon, c'est celui-là. Oui. Mais oui, effectivement, ouais, le 1 et le 2, je les ai perdus. Le 2, c'est le plus beau en plus, ça me saoule. Franchement, tu voudrais qu'on mette cette couverture-là si pour la présentation. Si tu peux la trouver, ouais. Okay. Elle est très très belle. T'as le dragon du coup doré qui est sur la couverture pour t'aider. Voilà. Mais du coup, Battle Royale Battle Royale, ouais, ça a vraiment changé ma vie pour le coup, Battle Royale, parce que ça a été un truc. Ça a été une vraie claque, tu vois, où en fait c'est un livre que je relis souvent maintenant, tu vois. Genre, je suis trop content. À l'époque et j'ai plus. Quand je le relis, je suis vraiment trop content, je suis tout fou, tu vois. Genre... c'est pas super joyeux, c'est pas du tout la réaction que t'es censé avoir les Battle Royale. Non, mais écoute, alors j'ai pas du tout pris le bouquin, je pense, de la bonne façon la première fois que je l'ai lu. Tu vois, j'ai pas compris le truc, le commentaire social et tout, mais en fait, c'est ce qui fait aussi qu'à chaque fois que je le relis, bah, j'en tire des choses différentes parce que je pense que j'ai gagné en maturité depuis que j'ai 15 ans. J'espère. je crois. Et du coup, en fait, ça fait qu'à chaque fois que je le relis, en fait, j'y vois des choses différentes. Ouais, tu le découvres différemment. Et c'est hyper intéressant. En fait, ce qui est intéressant vraiment, particulièrement dans le livre de Battle Royale, c'est que, bon, pour ceux qui ont vu le film, vous connaissez l'histoire. C'est des gamins de 3e qui sont envoyés sur une île et ils doivent s'entretuer. Takeshi Kitano, putain. Ouais, ils ont 3 jours pour s'entretuer. Il faut qu'il en reste un, sinon ils meurent tous, ils ont un collier en fait qui va péter. Ouais, t'as des zones qui sont interdites au fur et à mesure, ils ont la carte. Oui, qui les force en fait à se rassembler. L'idée c'est ça. C'est l'origine du Battle Royale, quoi. Exactement. Et franchement, le concept est hyper fun et tout. Fun. Ouais. On mettra les descriptions de fun en dessous. Mais non, le vrai truc fun pour moi du bouquin, c'est qu'en fait tu vois la mort de tout le monde. Ouais. C'est qu'ils sont 40. Je sais plus. Ouais, une quarantaine. Ou 42. Oh, putain, non, mais du coup, je l'ai pas amené, je le cherche là en mode. C'est super, bah oui, il a pas pensé à le prendre. Non, je l'ai pas pris. Mais en fait. On mettra. Non, mais vous verrez, bon, j'ai mis Hunger Games et du coup, en fait, il y a une logique par rapport à ça, mais je me suis dit, je peux pas foutre Hunger Games et Battle Royale, sinon vraiment. Ouais, merci de. Et en plus, il y a Dungeon Crawler Card juste en dessous, donc vraiment, le thème récurrent est un peu trop fort. J'adore quand les gens meurent. Les gens qui se tuent à la télé, vraiment, Incroyable. Non, mais du coup, bref, une Battle quarantaine. Royale. Ce qui est très chouette, c'est qu'en fait, tu les vois tous mourir. Vraiment, ils ont tous au moins un chapitre qui leur est dédié où tu les vois mourir. Et à chaque fois, en fait, c'est toujours fait avec une vraie intelligence et un vrai commentaire social, en fait, sur qui ils sont, sur ce qu'ils représentent de la société, pas juste japonaise ou asiatique, mais vraiment de la société tout court. Quoi. Ouais, c'est ça. Et t'as vraiment, du coup, un personnage qui représente tout. Tous les vices ou toutes les qualités justement humaines. Et en fait, tous meurent. Bon, à part du coup ceux qui survivent à la fin pour ceux qui ont vu le film, mais celui ou celle, voire ceux. Mais il y a ce côté intéressant en fait où justement l'auteur fait vraiment un effort pour mettre en scène des morts à chaque fois qui racontent quelque chose en fait sur le genre humain. C'est pas juste du trashouille, c'est pas un slasher, c'est pas voilà, du tout. Non. Enfin, il y a quand même cet élément là-dedans. Hein. Il y a pas mal de scènes où effectivement il y en a un qui court après l'autre et qui le bute. Et du coup, mais c'est ce qui enrobe le commentaire qu'il y a derrière en fait. Parce que en fait la focale donne vraiment la parole au personnage et t'es dans leur tête, tu vois pourquoi ils font telle ou telle chose, comment est-ce que la psychose en fait les envahit et comment est-ce que justement leurs pires traits ressortent et font qu'ils prennent telle ou telle décision. Ouais. Et c'est ça qui est hyper fort pour moi dans Battle Royale, dans le livre. Et ça qui fait que, encore une fois, je pense que le relire, c'est très fun. Enfin, on passe vraiment un bon moment. Moi, et le seul truc, tu vois, sur lequel je me dis, j'ai pas du tout mûri depuis que j'ai 15 ans, c'est que mon personnage principal, ça reste le même, alors que c'est toujours archi toxique comme illustration. C'est Mitsuko Soma, le personnage qui incarne. Celui qui s'est porté volontaire ? Non. Mitsuko Soma, c'est la. Comment dire ? Attends. Le personnage qui est très sexualisé, quoi. Oui, d'accord. Oui, en fait, ce qu'elle représente et en fait, l'impact qu'elle a sur le roman, et pour moi, elle me fascine. Je trouve qu'elle est vraiment, elle est pas drôle du tout, mais elle représente vraiment. En fait, elle représente quelque chose d'ultra intéressant parce qu'elle représente vraiment
l'ange de la mort, mais sexualisée. Et en fait, elle vient toujours là pour abattre un personnage qui a un excès d'hubris, en fait, entre guillemets. Enfin, en tout cas, spoiler, du coup, merde. C'est sorti quand ? Ouais, c'est vrai. Merci. Bon. Mais en tout cas, voilà, c'est ça mon interprétation du roman, en fait, sur l'angle de Mitsuko Soma. Au début, je la trouvais juste cool, et en fait, en grandissant, j'y ai trouvé d'autres significations dans son personnage, et justement dans ses actions, et ce qui la rend vraiment fascinante encore aujourd'hui pour moi, quand je relis Battle Royale. Faut que je le relise, faudrait que je le relise. J'y pensais plus du tout, et tu me l'as... Ouf. Moi, j'ai un drame sur ce livre, c'est que je l'ai prêté, mon édition, du coup, que j'avais acheté. En fait, Battle Royale, au tout début, je l'ai lu à la médiathèque. Donc, j'ai réussi... Dans ma folie là d'acheter les bouquins dans l'édition dans laquelle je les ai lus, j'ai réussi à retrouver cette édition dans un Gilbert Joseph. Je l'ai acheté. C'est l'édition du film. C'est une édition grand format où tu vois du coup la photo de classe, un peu avec un filtre rouge là, et t'as le gros BR, le gros cachet BR dessus. Donc c'est cette édition là que j'ai lue. Donc j'ai réussi à la trouver, à l'acheter. Elle n'était pas en super état, mais bon, j'étais en mode, bon, tant pis, c'est pas grave. J'achèterai une version numérique pour la lire, puis tant pis. Et en fait, j'ai prêté ce bouquin à quelqu'un. Erreur, ne faites jamais ça. Dis le nom. On va la retrouver. Cristal. Cristal. Vraiment. C'est une menace. Non, mais c'est terrible parce que je lui ai prêté et en fait, à chaque fois que on n'est plus méga amis et tout, pas à cause de ça. Hein. C'est juste la vie nous a éloignés. Et en fait, de temps en temps, je lui envoie un petit message. Une procédure d'éloignement aussi. Pour essayer de. Tu vois, ça te dit, on prend un café. Et tu vois, j'essaie pas. Mais c'est absolument pour récupérer le livre. Okay. Vraiment, il l'aime pas du tout, c'est vraiment juste pour le bouquin. Si, je l'apprécie beaucoup, mais en fait, ça fait 2 fois que je prends un café avec elle et où à chaque fois, tu sais, genre, la veille ou 2 jours avant, je lui dis, tu peux ramener le livre au passage ? En mode, tu sais, c'est, je viens d'y penser. J'y pense. Et en fait, à chaque fois, elle oublie. Et alors, du coup, maintenant, j'ai vraiment le seum. J'en peux plus. Voilà, c'est une annonce officielle, c'est une déclaration officielle. C'est bon. J'espère que Christian ne regardera pas ce. On lui enverra. Retrouvez-la. Ce sera très gênant, mais. Ouais, non, c'est terrible. Et du coup, j'essaie de retrouver une autre édition. Je me dis, tant pis, maintenant, je suis un peu. Je suis résilient dans la vie, donc voilà, je me dis, je vais peut-être. Moi, je la poursuivrai jusqu'à sa mort. Hein. Sur des générations aussi, il faut. Du coup, j'ai acheté une édition poche, là, qui avait l'air un peu rare. Pareil, avec une image du film. Enfin, je sais pas si c'est une image du film, mais en tout cas, il y a une jeune japonaise en tenue d'écolière. En tenue d'écolière qui se fait tirer dessus et qui est en train de tomber. Donc voilà, c'est cette édition-là que j'ai à la maison. J'ai vu qu'il y en avait une nouvelle qui était sortie avec des images en noir et rouge, là. Ouais. Je me tâte à l'acheter aussi. Mais en fait, le vrai truc, c'est que non, je veux racheter cette édition qui était horrible, ceci dit. Hein. Oui. L'édition avec la couve du film d'à l'époque que j'ai lu en première, parce que c'était très mal imprimé. Alors, je veux pas cracher sur mes copains éditeurs, mais il faut dire la vérité. En fait, le texte, la mise en page d'un texte dans un bouquin, c'est très important parce que le but, c'est de rendre la lecture confortable. Et en fait, là, le texte est très, très proche de la reliure. Du bord, ah oui. Et donc, en fait, tu as des passages où il faut vraiment éventrer le livre horrible, pour lire. Ça. Ouais, c'est vraiment abominable. C'est un peu la base quand même, c'est le b.a.-ba, il me semble. Hein. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. C'est moi qui l'ai dit. Franchement, les gars, vous abusez. Mais donc voilà, cette édition est abominable à lire, elle est vraiment pas du tout agréable, mais... Bon. Écoute, ce qui est fait est fait. Ouais. On apprend de nos erreurs. Ils ont appris leur erreur. Oui, l'édition poche que j'ai acheté en tout cas, du livre de poche. Mais c'était pas le livre de poche qui avait fait ça, le livre de poche, ils font un super travail, j'imagine, mais... L'édition que j'ai là, du coup, la dernière fois que je l'ai relue sur mon édition poche. T'es obligé de faire cric, c'est ça. Non, tout allait bien, c'était très bien. C'était fantastique. Bon, ça va. Mais donc, Battle Royale, pourquoi ça a changé ma vie ? J'ai été obsessed par ce bouquin, j'ai été ultra fasciné, j'ai rejoint des forums de fans et tout. Ah oui, t'as fait ça. C'est comme ça que j'ai appris à parler anglais. Okay. pour échanger avec des anglo-saxons qui étaient vraiment à fond sur Battle Royale. Et Battle Royale, sur les forums, on parlait beaucoup de Hunger Games. Oui. À une époque, genre c'était du coup, je sais plus, je crois que c'était vers la fin du collège pour moi. Hunger Games, c'était un vrai sujet parce qu'il y avait plein de fans de Battle Royale qui accusaient Hunger Games d'avoir plagié le principe, comme si l'idée d'avoir des gamins qui s'entretuent, c'était vraiment un truc hyper original. Oui. Alors, c'est relativement original, mais c'est pas non plus... Il me semble. Enfin, je veux dire, ça se faisait en Grèce, tu vois, donc en soi, c'est pas non plus... mais sous ce format-là, peut-être que Hunger Games, c'est pas le précurseur, mais c'est peut-être celui qui a relancé le truc, je pense. Il n'y aurait pas eu ça serait peut-être pas revenu. Oui, la gamification du meurtre, etc. Ouais. Je pense. En tout cas, ça parlait beaucoup de Battle Royale, de Hunger Games sur les forums de Battle Royale, et donc, moi, j'étais hyper intrigué. À l'époque, le livre n'était pas sorti en France. Okay. Il allait sortir sous peu. Et donc, j'étais un peu en mode, mais est-ce que je vais le lire ou est-ce que c'est une trahison J'étais matrixé. J'étais un vrai fan, ok donc... On appelle ça fanatique. Ça vient de la fan. Oui, non, mais j'assume, écoute. C'est ça que j'aime pas le mot fan.
Et donc, au final, bon, j'ai cédé à la tentation 2 jours après qu'il soit sorti, alors que vraiment tous les jours, je voyais les gens réagir en France en disant « Ah, mais c'est nul, quelle horreur !» Bah, j'ai acheté le livre, et ben, moi j'ai adoré les gars, j'ai quitté la fanbase Battle Royale, j'ai changé de bateau. Bah, j'aime toujours Battle Royale, c'est dit, hein, mais bon, c'est juste que la toxicité du truc faisait que je pouvais plus m'associer à ce genre de personnes, à mes anciens amis, mes anciens collaborateurs. Et donc je suis parti dans la fanbase de Hunger Games, qui était minuscule en France au tout début. En tout cas, moi j'avais pas un gros réseau de lecteurs, mes amis du collège puis du lycée n'étaient pas de gros lecteurs, j'en avais quelques-uns mais pas beaucoup. Donc bon, je parlais un petit peu tout seul de Hunger Games dans mon coin. J'avais trouvé 2-3 personnes sur des forums, mais c'est pas non plus, c'était pas énorme. Pas le... Ah non, il y avait pas de film, il y avait rien à cette époque-là. Bah, déjà, le 2 était pas sorti aux US, je crois, quand il est sorti en France, je sais plus. Ah, ils ont sorti le 1 en français alors que le 2 était pas sorti encore là-bas? Bah, je crois. Je sais pas. Mais j'ai un doute. Je sais pas, moi je les ai jamais lus, c'est toi l'expert. C'est toi le fan. Faudra vérifier la timeline, mais c'est grave possible. Il me semble que justement, les Français, on est allé assez vite. Mais en tout cas, voilà, ce qui s'est passé dans ma tête, c'est que, bon, fan de Hunger Games, j'ai adoré le premier bouquin. Et il y a vraiment eu un truc dans ma tête. Déjà, en fait, je savais que c'était une trilogie. Ça avait été annoncé et tout, qu'il y aurait plusieurs bouquins. Mais moi, dans ma tête, encore avec le fil de Battle Royale, je pensais que les 3 livres, ça allait raconter une arène. Ah oui, d'accord, ok. Et que c'était pas une suite. Ouais, donc quelle ne fut pas ma surprise quand, tu vois, genre, je lis le 1 et je me rends compte, tu vois, au bout de 300 pages, il reste 100 pages, je me dis, il reste plus que 4 personnes dans l'arène, on va se faire chier dans les livres 2 et 3, tu vois, ils vont en tuer un par livre. Mais non, pas du tout, bien sûr. Enfin, l'arène se termine à la fin du premier bouquin. Mais ça a été une grosse révélation. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe après, du coup? Oui, déjà, la construction du truc a... ouais, ça m'a choqué de ouf, tu vois. J'étais vraiment... mais bien ou pas fasciné. Bien? Bah, non, bien. Ok. Bien, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut raconter d'autre, tu vois, en partant de ce principe. Et encore une fois, le 2 n'était pas sorti, donc j'avais pas idée de la possibilité même de faire ce qui se fait dans le 2. Mais bref. Et en fait, ça a été un moment surtout où je me suis dit, waouh, il y a quand même des gens, quelque part, dans un bureau, qui ont reçu ce manuscrit et qui se sont dit, il faut qu'on le publie. Et ça, je me suis dit, mais waouh, c'est un truc de ouf d'avoir ce pouvoir, tu vois, de décision. Ok, t'allais jusque-là dans le... Ouais, et de se dire, grâce à moi, il y a des gens qui vont pouvoir lire ce livre dans ma langue, tu vois. Ok. Et donc, j'étais ultra fasciné par l'idée de l'édition. À partir de ce moment-là, c'est là qu'en fait, ça a germé dans mon esprit de me dire, mais en fait... ça fait naître ça, ouais. Ouais, ça se fait pas tout seul, en fait. Tout ça, tu vois, il y a des gens qui décident Mais t'as pris conscience de tout ce qu'il y avait en amont. De ce que c'était le monde du livre. Des questions que tu te poses pas vraiment avant. En tout cas, pour moi, je me posais pas la question. Je voyais les bibliothécaires, les libraires, et puis c'était la fin du truc, tu vois, pour moi. J'imaginais pas tout ce qu'il pouvait y avoir derrière. Et donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à chercher et à enquêter un petit peu sur comment ça se passe. Et c'est hyper drôle parce que maintenant, du coup, les gens qui ont pris la décision de publier Hunger Games en France, je travaille avec eux. Enfin, tu vois, je les croise dans les couloirs et tout, c'est trop drôle. Trop bien. Donc, c'est trop stylé. En vrai, c'est trop stylé. Un peu, ouais. En vrai, je vais pas me cacher. Oh là là. J'avoue, quand j'en chez moi, je me dis, wow. Ok. Je de temps en temps, c'est quand je suis un peu euphorique, je me dis, mais putain, c'est vrai que c'est stylé de ouf. Non, mais t'as raison, il faut. Donc voilà, Hunger Games, ça a vraiment changé ma vie en ce sens. Donc j'ai choisi le 2e tome dans mon top 3 parce que pour moi, il est vraiment... c'est le meilleur de la trilogie pour moi. Et il incarne vraiment le truc de... Waouh, à quel point ça peut être bien, quoi. T'as lu le dernier qui est sorti? Je l'ai pas encore fini. Oui, le fanatisme est redescendu entre-temps. Mais j'aime toujours beaucoup Hunger Games et Battle Royale. Enfin, les deux, je suis très très fan. Mais en fait, le fait de travailler dans l'édition aussi, ça te désenchante un tout petit peu le livre. Ah ouais? Alors, ça ne rend pas... Ça casse un truc? Non, je dirais pas que ça casse un truc, mais il y a... En fait, tes lectures perso, ça devient un peu annexe, tu vois. Genre, tu te dis, ouais, je lirai quand je serai en vacances, en fait. Ok. Tu vois, alors tu t'as pas... en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. J'ai pas le méga réflexe de me dire, genre, un livre que j'ai vraiment envie de lire, de le lire, tu vois. D'accord. Genre, si ça sert pas à mon travail, je suis pas... Tu mets de côté, ouais. Un peu, ouais. Ok. Moi, j'aime pas dire je mets de côté, mais ouais, c'est un peu ça, j'avoue. Mais si, tu mets de côté. Si tu le prends que tu mets de côté, littéralement, tu mets de côté. Et je l'ai chez moi. De côté. Mais ouais. C'est bon, je vais En fait, on a produit le livre audio, donc je pense que je vais écouter le livre audio tout simplement. Comme ça, je fais une pierre de coups. Je pourrais juger le narrateur et lui dire qu'il est exceptionnel s'il était exceptionnel, ou ne rien lui dire s'il n'était pas bon. S'il a aucun retour, il sait à quoi s'en tenir maintenant. Non, mais je suis sûr que c'est très bien. En tout cas, j'avais écouté le casting à l'époque, donc le casting était très bien, donc il n'y a pas de souci. Enfin, ça se sait que je suis fan, donc je pense qu'ils m'ont fait écouter le casting en particulier parce que. Voilà. Ouais. Ok. Bref. Du coup, c'est comme ça que t'en es venu à bosser et du coup à créer vouloir travailler dans l'édition, en tout cas. Genre à ce moment-là, je me dis waouh,
J'aimerais trop pouvoir faire ça, en fait. J'aimerais trop pouvoir prendre cette décision un jour, tu vois. Oui, voilà. Genre d'être celui qui décide qu'un bouquin va être quelque part c'est ça, en librairie, etc. Et que y a des gens qui vont passer un bête de moment, tu vois, grâce à un bouquin que j'aurais édité. Donc ça a été un petit peu ce truc-là. C'est trop bien comme objectif, en vrai, c'est super... Bah ouais, mais c'était très naïf, tu vois, mais en même temps, en fait, en restant naïf, on y arrive, tu vois, je pense. Mais, c'est important. Faut garder son âme d'enfant. Bah ouais. Mais Hunger Games, ça a vraiment eu cette place pour moi. Oui, d'accord. C'était vraiment le déclencheur. Ouais, complètement. Qui a du coup impliqué ton côté professionnel à la suite et lié ton parcours de lecteur à ton côté pro, quoi. Ouais, et après ça, bah, du coup, j'ai commencé à lire en VO un petit peu, puisque j'avais envie de prendre de l'avance sur les sorties françaises. Et puis, grâce à Battle Royale, où j'avais appris l'anglais pour parler avec des gens, j'ai pu continuer cette logique-là de communiquer avec des gens autour de mes passions. Et après, du coup, j'ai lu un petit peu de tout, pas mal de VO. J'ai commencé à lire un petit peu plus de littérature blanche, entre guillemets, pour essayer d'ouvrir mes chakras, parce que j'étais ultra concentré quand même sur l'imaginaire, l'horreur, puis du coup la dystopie quand c'est arrivé. Là, j'ai un petit peu cherché à lire autre chose. Et puis voilà, après on est parti en études, et puis... oui, voilà. Et puis voilà. T'es parti là-dessus, quoi. Exactement. Ok. Du coup, aujourd'hui, ton petit top 3. Mon petit top 3, on a déjà parlé un tout petit peu. Mais on va faire dans l'ordre celui que tu aimes le moins des 3. Oh. Tu m'as dit, alors j'en ai pris 3, mais je peux pas les classer. Alors si, tu vas les classer. Mais c'est en fait, le principe de faire un top 3, pour moi, c'est vraiment contre-intuitif, parce que les livres, c'est un peu comme... c'est un peu le mec qui est en polyamour, tu sais. Mais je t'aime, mais pour des raisons différentes. Cette analogie. Qu'est-ce que c'est que cette comparaison? Non, mais c'est pas... En fait, il n'y a pas de top dans ma tête, tu vois. Genre, dans la bibliothèque, je me dis pas, lui, je l'aime plus que lui. Oui. Tu vois, genre, c'est juste que je les aime pour des choses différentes, vraiment. Genre, c'est sincère quand je dis ça. C'est-à-dire que moi, je pense que je pourrais faire un top, mais par genre. Un top 3 policier, un top 3 fantastique, un top 3 SF. Mais tout mélanger, c'est après, encore une fois, tu vois, je dis ça alors que les 3 sont quand même relativement dans le même genre. Donc, voilà, donc au final, t'as réussi. Bon, bah voilà. Merde. Top 3, que je ne connais pas du tout. Alors oui, effectivement, en 3e, je mettrais... J'ai le droit de prendre le bouquin ou... Tu fais ce que tu veux, c'est les tiens. Donc, Apprendre à se noyer de Jérémy... Comme ça, les gens voient l'état du livre. Il y a une anecdote avec ça d'ailleurs, mais Apprendre à se noyer de Jeremy Robert Johnson, qui est sorti au Cherche Midi en 2021, je crois, ou 2022, je sais plus. Ah, c'est récent. Donc il s'est passé tout ça sur l'état du bouquin en si peu de temps. Ouais. Mais il s'est passé un seul truc, c'est un événement. Et c'est pas des chats sauvages. Non, c'est un chien. Mais c'est dit, en fait, ça colle à la thématique du bouquin. Donc, si je peux te le pitcher. Vas-y. En fait, c'est un bouquin qui est très très court. Tu vois, c'est écrit relativement gros, il y a des grosses marges, etc. Oui, il y a des marges, sa mère. Et en fait, tu vas suivre l'histoire d'un père et son fils. Tu sais pas trop où ça se passe, tu sais pas trop en quelle année, etc. Mais tu sens que... Bon, visiblement, c'est dans le 20e, et on est plutôt en Amérique du Sud. Et en gros, le père va apprendre à son fils, qui vient d'avoir 7 ou 8 ans, je sais plus, à pêcher. Donc, c'est la base. Et donc, il amène son fils au fleuve, ou à la rivière, je sais plus, pour lui apprendre à pêcher. Donc, au début, ils mettent un filet et tout se passe bien, il se passe rien de ouf. Et puis après, le gamin, en fait, il va absolument pêcher à l'arc. Apparemment, ça se fait. À l'arc ? Ouais. Genre, tu tires une flèche sur les petits poissons ? Ouais. Ah, d'accord. C'est pas une blague ? Non. D'accord. Mais apparemment, ça se fait. À la dynamite aussi, ça se fait. Donc, je me dis à l'arc, pourquoi pas ? Bah ouais. D'accord. Non, mais en tout cas, il va absolument faire ça. Son père lui dit non, mauvaise idée. Enfin, c'est plus réservé apparemment aux gros poissons que tu es censé tuer en fait, avant de les sortir de l'eau. Là où le filet, tu les sors vivants, quoi. D'accord, ok. Je rentre trop dans les détails de cette histoire de pêche. En fait, c'est pas vraiment un truc intéressant. En tout cas, ce qui se passe, c'est que donc le père, il va apprendre à son fils à pêcher. Au début, ça se passe bien, puis ça part en couille. Là, ça part vraiment en couille parce qu'il y a une sorte de requin qui va bouffer le fils. Ah, d'accord. Ouais, c'est horrible, c'est vraiment extrêmement... T'adores les enfants qui meurent, en fait. C'est pour l'instant, c'est une récurrence. C'est vrai que dans les 3... Alors, spoiler, la maison des feuilles. Oui, bon. Ouais, t'adores les enfants qui meurent. Ouais. C'est pour ça qu'on s'entend bien, je pense. Mais en tout cas, le gamin va se faire croquer. Ouais, terrible. Et c'est tout ? Et c'est la fin ? Non. Waouh. Tu imagines, j'ai raconté toute l'histoire. Voilà. Il pêche pendant 200-300 pages. Le père est hyper choqué et en fait, il décide en fait de récupérer son fils. Dans le ventre du requin.
en l'occurrence. D'accord. Et oui, il se trouve que c'est là qu'il se situe. Oui, voilà. Donc, et en fait, donc, pendant tout le roman, en fait, tu suis... Bon, déjà, tu as un gros passage où donc, tu les vois pêcher. Tu vois donc la scène de l'attaque. Et après, en fait, tu suis un long moment où le père processe en fait, son deuil. Et en fait, il arrive très vite sur un déni hyper fort, en fait, où il est convaincu que son fils est encore en vie. Et qu'il va pouvoir le récupérer. Et en fait, toi, en tant que lecteur, bon, il y a un côté assez fantasmagorique quand même dans le bouquin, donc tu te dis, bon, ça se trouve, c'est vrai qu'il est vivant, mais c'est quand même... Prépare-toi à être déçu quand même. C'est peu probable quand même. Aïe. Et donc, il va faire plein de choses. Il va avoir des sorcières, des chamans. Il se passe plein de choses. Ouais, là, ça part vraiment dans le truc, dans le trip fantastique. Et le cœur du bouquin, c'est vraiment plus ça, quoi. Parce que le gamin, il se fait bouffer à la moitié, un peu avant. Non, 30-40 pages. Ah oui, c'est vraiment dès le début, quoi. C'est vraiment le tout début. Non, mais le bouquin fait 120 pages, hein, je crois. Ah oui, c'est vrai. 143. Donc, oui, d'accord. T'as un bon tiers. Je ne pourrais pas le sauter, je l'aime trop. Il nous fait la lecture, bah voilà. Vas-y, fais-nous la lecture. À page 42, là, il est déjà mort. Enfin, il est déjà pas mort, du coup. Il est nom. Kidnappé par le requin. Kidnappé par le requin. Ah oui, là, il est déjà mort aussi. Il va faire chaque page comme ça. Mort. Ah, ça y est. Donc, page 35, voilà. Ouais, sur 120, ok. Ouais, non, ça va très vite. Mais ouais, c'est un bouquin incroyable. Moi, je l'ai adoré, en fait, dès la première fois où je l'ai lu. Je l'ai lu pour le boulot. Puisque donc, une de mes premières casquettes, c'est de faire des acquisitions pour Lizzie, éditeur de livres audio. On les salue, ou pas? Mais oui, bien sûr. Je sais pas, enfin... How dare you? On va pas créer de tension. Je les adore, enfin je nous adore, je fais partie de Lizzie. Donc, je nous adore, c'est très égocentré, j'adore. La secte. Viendez. En tout cas, voilà, je l'ai lu pour le boulot. Il m'a été proposé donc, par le Cherche Midi. Donc en anglais? Tu l'as lu en anglais? Non, ils m'ont envoyé directement. Le bouquin n'était pas sorti, mais c'était un PDF du coup de la deuxième version d'Atrad, ou je sais plus quoi. Ok, d'accord. Mais ça avait été un énorme coup de cœur pour moi. J'avais été complètement fasciné par ce bouquin. Je l'ai lu d'une traite en fait en 2 heures. Après, il fait 120 pages. Oui, il est très court, mais en fait, il a vraiment une qualité hypnotique. En fait, c'est très très bien écrit. En fait, c'est plein de... C'est assez fou. En fait, c'est très poétique, c'est très beau et en même temps, c'est très brutal. C'est du fantastique? Oui, c'est du fantastique, mais c'est du fantastique comme un cauchemar, en fait. C'est pas du fantastique comme... Oui, d'accord, ok. Tu vois? Oui, je vois. Et je sais pas, c'est extrêmement intense, en fait, comme bouquin. C'est terrible. Il y a très très peu de gens qui l'ont lu finalement, j'ai l'impression. En tout cas, moi, quand j'en parle à chaque fois, les gens ne connaissent pas ce bouquin. Il est sorti entre-temps en poche chez 10-18, je crois. Mais du coup, il est classé en litté? Alors ça, je sais pas du tout. Je regarderai. C'est peut-être classé, tu sais, ce truc, ils appellent ça le... C'est cette vague là autour de la nature, nature writing, je sais pas quoi. J'ai pas de catégorie comme ça chez moi. Mais en tout cas, il y a eu toute une vague à un moment avec Gallmeister, des auteurs américains qui parlent des grands parcs, des grandes rivières. Il y a moyen que ce soit là-dedans, s'il y a un rayon sur ce genre de choses. En tout cas, moi je peux que conseiller ce bouquin, il est incroyable. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté parce que c'est très particulier. Hein, c'est vraiment, ça ressemble à rien de ce que tu as déjà lu. Et ça me fait une belle transition d'ailleurs avec le suivant parce que dans celui-là en fait t'as aussi quelques petits jeux, alors pas beaucoup, mais quelques petits jeux de mise en page où en fait on se sert de la page, on se sert du livre comme d'un vrai médium en fait pour raconter des histoires. C'est-à-dire que il y a 2 façons de raconter des histoires, soit tu écris juste ton histoire dans un bouquin, soit tu te dis genre comment est-ce qu'elle va être lue mon histoire. Elle va se retrouver dans un bouquin. Un bouquin, c'est quoi? C'est plusieurs pages. Enfin, c'est des cahiers de pages. T'as un lecteur qui le tient dans sa main. Il va tourner la page. Et en fait, comment est-ce que t'instrumentalises l'expérience ce de moment? lecture. C'est ça, en fait, le moment où le lecteur tourne la page. Et en fait, dans ce bouquin, on l'instrumentalise un petit peu. Pas beaucoup, mais un petit peu. Et dans le bouquin suivant, on l'instrumentalise énormément. On va les laisser parce qu'ils sont lourds et un peu... Ouais. Voilà. Bon, il a voulu se la péter et amener la version anglaise qu'il a, la version anglaise. Et la version... qui est exactement la même édition, c'est juste marqué en anglais dessus. Oui, effectivement. La Maison des Feuilles, c'est un vrai bouquin qui m'a fasciné aussi. Comment tu l'as découvert? Comment je l'ai découvert? En librairie, tout simplement. Ok, t'es tombé dessus, par hasard. En fait, la première édition que j'ai eu le plaisir de lire, c'est la version poche, éditée par Point. Qu'évidemment j'ai perdu entre-temps, vous le connaissez maintenant. C'est vraiment le mec qui perd les bouquins, quoi. J'ai beaucoup déménagé. C'est pas une excuse. Les cartons, j'avais la flemme, du coup des fois Il est laissé à l'ancien appart, dans le camion. Mais en tout cas, c'est l'édition de Point que j'ai eu en première lecture et qui m'a complètement fasciné. Je suis tombé dessus vraiment au pif dans une librairie. Moi j'aimais bien faire ça en fait quand j'étais étudiant. J'avais un petit budget, mais du coup je me disais j'ai quand même envie d'acheter des livres dont j'ai jamais entendu parler, histoire de
pouvoir faire une vraie découverte. Ouais, en fait, tomber potentiellement sur des pépites en plus. Ouais, et puis il y a quelque chose de, tu vois, d'assez excitant quand tu prends un livre, tu sais pas du tout de quoi il parle, et tu te dis, bon ben... Tu pars à zéro, ouais. On verra bien. Et bah après, je prenais pas trop de risques, tu vois, j'ai toujours fait ça avec des bouquins dans le rayon imaginaire, dans le rayon horreur, donc c'est quand même des domaines... Tu sortais pas trop de ta zone de confort non plus. Ouais, dans lesquels normalement je suis censé passer un bon moment, quoi. Donc, La Maison des Feuilles, je le prends, je commence à le lire, je déteste. Oui. Je comprends rien. C'est normal. Ça, c'est l'expérience standard de La Maison des Feuilles, vraiment. Bah, je serais intéressé d'avoir ton expérience après, parce que pour le coup, c'est... Moi, j'ai mis des années à le lire. Ah ouais? Ouais, je l'ai reposé, je l'ai repris, je l'ai reposé, je l'ai repris. Ça a duré des années. Moi, j'ai mis 2 ans. Ouais. Donc, c'est des années aussi, mais c'est le plus petit du pluriel. Ouais. Mais ouais, j'ai commencé à le lire, j'ai détesté, je me suis dit, oh là, mais quelle bouse. Enfin, c'était... En fait, toutes les premières pages, tu passes ton temps avec un type, un peu un espèce de tocard. Est-ce qu'on explique un petit peu l'histoire de La Maison des Feuilles? Mais toi, vas-y. D'accord. Parce que moi, en fait, je vais parler de la maison des Davidson Records, mais en fait, je trouve que parler de tout le truc, ça ruine un peu l'expérience. Mais après, enfin, je pense que tout le monde a sa perspective différente. Non, moi, j'aime bien expliquer, pour savoir à quoi les gens s'attendent quand ils vont commencer à lire, en fait. Donc, t'as bien expliqué l'espèce de millefeuille, quoi. Dans l'idée. Okay. Parce qu'en gros, il y a plusieurs histoires, il y a plusieurs trucs. Ouais. En gros, les premières pages, c'est Johnny. Je sais plus son nom de famille, je sais pas si on l'a. Il s'appelle Johnny. En fait, t'as celui de sa mère. Ouais, mais d'abord, c'est Johnny qui parle. Oui, mais on a le nom de sa mère à la fin, mais je sais pas si littéralement il porte le nom de sa mère ou pas. Je sais plus. Bon, bref. C'est pas Johnny Truante? Peut-être. Je sais plus. Il y a tellement de trucs dans ce livre. En gros, t'as Johnny. On coupe, si c'est pas ça. Ouais. Vous me foutez pas la honte. Pareil. En gros, t'as Johnny qui, en gros, va récupérer un appartement, on tombe sur l'appartement d'un vieux qui s'appelle Zampano. Et en gros, ce vieux, il a eu une obsession qu'il est aveugle, je crois, ou sur la fin de sa vie, il était aveugle, et en fait, il est devenu un peu fou. Il a une obsession sur un manuscrit, qui est donc le Davidson Record, qui est un film/documentaire, c'est pas très clair, selon comment c'est avancé, sur l'histoire d'une famille, donc les Davidson, qui vont emménager dans une maison, et en fait, au bout d'un moment, ils se rendent compte que la maison est plus grande de l'intérieur que de l'extérieur. Au bout d'un moment, il y a une porte qui apparaît dans leur maison, bref, il y a tout un tas de trucs derrière. Donc, t'as plusieurs trucs, t'as le Davidson Record, où en gros t'as des bouts de pages, des machins, des trucs. T'as Johnny qui va récupérer un peu tous les trucs que Zampano a réussi à réunir tout au long de sa vie pour attester de l'existence de ce truc-là. T'as plein de sous-lectures, en gros. Et en fait, la mise en page, et donc on en vient à ce truc-là, la mise en page un peu, pour faire très simple, se détériore au fur et à mesure de l'état psychologique de Zampano aussi. Et donc t'as... Comment on décrit la mise en page de ce bouquin? C'est vraiment, c'est une expérience, c'est un ovni, ce machin. Je pense qu'on ne peut pas plus, je sais pas comment dire, justifier le récit et intégrer le principe de mise en page qui colle au récit, dans la façon dont les trucs sont expliqués, sont montrés, sont machin. Qui colle au récit et qui lui ajoute un vrai surplus de sens, en fait. Il y a plein c'est un média en plus qui rajoute une lecture. Il y a plein de moments où l'auteur te raconte plus de choses avec la façon qu'il a d'écrire que les mots qui sur la page, que littéralement les mots qui te met... Pareil, t'as plein de notes en bas de page, tout le temps. Genre, t'en as plein sur des trucs, ça parle de films, d'études, de machins, de gens. Des fois, c'est des trucs qui ont complètement existé dans la vraie vie, et des fois, c'est des trucs qui n'existent pas, en fait, qui sont complètement inventés. C'est impossible de faire la différence parce que tout est traité au même niveau, et donc t'es là, tu passes pour un énorme abruti. Et donc tu penses, et voilà, tu te dis, ce que je suis en train de lire, ça se trouve c'est vrai, ça se trouve pas du tout, en fait. Et tout est mélangé, donc il y a plein de sous-lectures, l'histoire de Johnny avec sa mère, Zampano, l'histoire du Davidson Records, qui prend les expéditions, les machins, les trucs. Moi, quand on me l'a présenté en librairie, on m'a dit, genre, quand le représentant est venu le présenter au libraire... C'était quelle version, du coup? C'était celle-là? Je crois, il me semble. Parce que celle-là, elle est sortie il y a quelques années, quand même, déjà. Je sais pas. Elle n'est pas récente. Et le repré a dit, dans tous les libraires à qui je l'ai proposé, il n'y en a que 2 qui ont réussi à le lire. Moi, on m'a dit ça, j'ai fait... ça t'a excité. Ça, petit papillon dans le ventre, ça m'a fait un truc, j'étais en mode, il faut que j'essaye, j'adore ça. Genre, vraiment, et c'est compliqué, hein. C'est compliqué, il faut accepter de ne pas comprendre, il faut accepter d'être perdu. Enfin, il y a des gens qui prennent des cahiers, qui prennent des notes à côté pour suivre le truc. Enfin, t'es obligé de t'impliquer, en fait, dans ce livre. Mais je trouve que rien que ça, c'est un témoin d'à quel point c'est réussi, en fait, comme livre, parce que l'expérience du labyrinthe, c'est une vraie thématique du bouquin. C'est même le cœur du bouquin. Et en fait, on te l'a fait vivre à toi aussi en tant que lecteur, et pas uniquement... et pas uniquement
Tu l'imagines et voilà. Ouais, tu la vis pas juste par procuration en lisant l'histoire en fait de tu des l'as subi personnages. aussi. Tu l'as subi exactement. Ouais. Tu passes autant de temps à galérer. Alors, peut-être pas. Mais... Non, non, pas autant. Mais il y a l'idée quoi. Ouais. Donc en ça, en fait, je pense que c'est en tant que lecteur qui aime bien l'horreur, l'imaginaire, je pense que c'est vraiment un passage qui te fait penser à plein de choses et qui te fait réfléchir ton rapport à l'horreur et à l'imaginaire. Donc c'est vraiment une super expérience pour moi, La Maison des Feuilles. Mais c'est pas un bouquin que je recommande quand même. Ouais, c'est... En général. C'est dur. Mais c'est un bouquin où, tu vois, j'aime bien demander aux gens s'ils l'ont lu, juste pour avoir le fil, tu vois. Savoir dans quel cas tu les mets, ces gens-là. Ouais. Et je te pose la question de comment t'es tombé dessus, parce que évidemment, il y a plein de gens qui ont entendu parler de ce bouquin via la vidéo de Feldup. Je sais pas si tu connais Feldup. Ah non, moi j'ai vu Al 236 après. Il en a fait une, mais je trouve que la sienne, j'adore ce que fait Al 236, mais il explique tout le bouquin, il raconte tout, un peu. Et je trouve que c'est un petit peu dommage. Si tu veux essayer, ne regardez pas la vidéo d'Al 236, même si elle est incroyable, j'adore ce qu'il fait. Mais du coup, Feldup en a fait une en parlant d'un truc qui s'appelle myhouse.wad. Regarde sa vidéo sur myhouse.wad. Et en fait, après, il fait le lien avec La Maison des Feuilles. Ok. La vidéo dure 1h40, mais regardez-la, elle est incroyable. C'est-à-dire que je l'ai vue. Ouais, tout le temps, je regarde des vidéos de 1h40. Je l'ai vue, je me suis régalée, je l'ai re-regardée dans la foulée. Je l'ai regardée deux fois d'affilée. Ah non, mais elle est incroyable cette vidéo. J'adore ce qu'il fait, de toute façon, Feldup, il est incroyable ce gars. Donc, vraiment, si tu veux venir un jour, mais tu es le bienvenu, s'il te plaît, je veux parler avec toi. Vraiment, il a une. Je pense que sa chaîne peut plaire parce qu'il y a vraiment un amour de l'horreur, des creepypasta, de machin. Il a vraiment grandi enfant avec ce truc-là, donc il a un rapport qui est assez intéressant. Et du coup, il parle de myhouse.wad, puis de La Maison des Feuilles, parce que c'est intimement lié, quoi. Et il y a beaucoup de gens, à chaque fois qu'il y a des gens qui viennent l'acheter en librairie, ils disent stop! Comment vous avez entendu parler de ce truc-là? Est-ce que vous venez de chez Feldup ou pas, en fait? Je fais un sondage, vraiment. Et il y a beaucoup de gens qui en ont entendu parler, qui ont découvert grâce à lui. Ok. Voilà, donc regarde sa vidéo, elle est incroyable. Bah écoute, je suis hyper curieux, je regarderai ça dans le train. Il est incroyable, ce mec. Okay. J'adore ce qu'il fait, génial. En plus, il a l'air giga humble, enfin, il a l'air trop cool. Et sa vidéo est super bien, et du coup, il en parle en disant j'adore ce bouquin. Et donc forcément, c'est quelqu'un de bien, parce que les gens qui ont lu ce livre et qui ont aimé, fatalement, c'est des gens bien. Écoute, je sais. Ou dérangés, ou les deux. Est-ce que c'est pas incompatible? On peut être bien et dérangé. Ok. Voilà, toi, t'aimes les enfants qui souffrent. Voilà, écoute, c'est pas grave, hein. Mais ouais, grosse expérience de lecture. Littéralement, c'est le bouquin qui représente plus une expérience de lecture vraiment. Ouais, il y a un défi, en fait. Genre, c'est un vrai challenge de le lire parce que, comme tu disais, on se sent perdu, on se sent hyper vulnérable, en fait, parce que t'as l'impression de pas comprendre. Ouais, et que c'est ta faute, en fait. non. Et c'est un peu de ta faute, mais c'est surtout volontaire, en fait, de la part du bouquin. Il veut te perdre, il veut que tu sois perdu. Tu subis le livre, tu subis l'histoire, ouais. Mais vraiment, c'est normal de mettre des années à le lire. Vraiment, moi, je l'ai mis de côté parce que j'avais le temps de... Fallait que je digère certains trucs, fallait que je processe, que je fasse une pause, que j'y revienne. Et en fait, ça a duré des années comme ça. J'ai fait que ça. Moi, en fait, je l'ai lu. Donc, la première fois, voilà, j'ai lu un petit bout, j'ai pas aimé. Et puis après, je me suis dit, bon, persévère. Genre 2-3 mois plus tard, je me suis dit, vas-y, persévère. Et donc, je suis retombé dessus. Et en fait, je suis arrivé jusqu'au début de Navidson Record. Et là, je me suis dit, ah, ok, il y a une histoire un peu sympa là-dedans. Et du coup, j'ai lu que les Navidson Record. J'ai sauté toutes les pages de Johnny. Écoute, on fait comme on peut. On peut faire mieux aussi. Du coup, j'ai lu que les Navidson Record qui, soit dit en passant, quand on lit que ça, c'est pas si long que ça. Hein. Le bouquin a l'air énorme comme ça. Ouais, mais c'est parce qu'il y a une mise en page particulière. Oui, il y a aussi. plein de pages où il y a qu'un seul mot, par exemple. Voilà, par Donc, exemple. en fait, ça va très très vite, les Navidson Records, si on se focus que sur ça. Et en plus, c'est facile à repérer parce qu'il y a un jeu de typo en fait, dans le bouquin qui fait qu'il y a des polices différentes selon qui intervient, qui est en train de raconter quoi que ce soit. Enfin, voilà. C'est facile à repérer, quoi. Et donc, ma deuxième tentative, voilà, je me suis focalisé que sur ça. Ok. Oui, c'est un moyen de... Et donc là, j'ai passé un bon moment. Et donc là, je me dis, mais du coup, qu'est-ce que j'ai loupé Qu'est-ce qu'il y a autour dans le reste? Et donc, je suis reparti du début. Et donc là, j'ai lu... Ceci est normal, vraiment. Et donc là, j'ai commencé à lire les notes de bas de page que j'avais... Enfin, tu vois, j'avais essayé au début d'en lire 2-3 et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça de notes de bas de page, et en plus, tu sais même pas qui s'exprime si t'as pas le contexte en fait de ce qu'il raconte avant. Donc moi, j'étais complètement perdu, mais parce qu'en même temps, j'avais fait une démarche un peu atypique de lecture. Après, il y a plein de façons de lire ce livre, donc en vrai, pourquoi pas, hein. Et donc voilà, après je suis reparti du début, j'ai relu donc tous les passages de Johnny, un petit peu Zampano, mais après j'étais un peu en mode genre... Ouais, c'est dur. Et puis finalement, voilà, au bout de plusieurs lectures, au bout de 2 ans, voilà, j'avais terminé le bouquin en entier. Comme il faut. J'avais pas compris toutes les énigmes, etc. Mais bon, j'étais quand même content de ma lecture, j'avais compris l'idée des fenêtres, etc. Pareil, bon, ça c'est un truc... Vous verrez.
si vous vivez le truc, Vous n'allez pas comprendre, c'est normal. vous arrivez à un moment où il y a des fenêtres dans les pages. Vous comprendrez Et quand il vous faut serez. comprendre ce que c'est censé vouloir dire. Et puis, il faut réfléchir un petit peu. Ouais. Mais ne restez pas bloqué dessus, c'est pas, Oui, c'est pas grave. important. Il y a c'est pas forcément des trucs que indispensable. vous n'allez pas comprendre et c'est normal en fait. C'est vraiment, on subit à chaque fois quand je le donne à des gens, je dis bon courage. Ça va aller. Alors non, ça va pas aller, mais venez, après on en parle. Partagez vos traumas avec moi. Mais du vraiment. coup, ce qui s'est passé, c'est qu'après l'avoir terminé une première fois, j'ai voulu acheter la version originale. Donc, c'est celle qui est ici. Oui. Et qui, elle, a survécu du coup à ma négligence. Pour l'instant. Et donc, je l'ai relu en anglais en me disant peut-être qu'il y a un truc qui passe par ma traduction. Alors, la traduction est extraordinaire. Ouais, parce que je me sentirais pas de le lire en anglais. Hein. Ah ouais? Ouais. Bon, c'est pas du vocabulaire très complexe. Hein. Ouais, mais je sais pas. Je trouve que en français, c'est déjà suffisamment complexe, donc en plus rajouter de l'anglais. Ouais. Je lis assez peu en anglais. J'ai pas encore passé vraiment le cap de lire des livres en anglais, alors Ok. que je pense que j'en suis capable, mais c'est un cap pour moi vraiment à passer. Bah, les passages de Zampano sont un peu. Tu fronces les sourcils 2-3 fois, mais Ouais. en fait en français aussi, donc Oui, honnêtement c'est ça. c'est pas non plus, enfin c'est pas nawak Ok, oui, tu vois, d'accord. de vivre ça comme ça. Ok. Donc voilà, je l'ai relu en anglais après, et enfin ce qui m'a fait conclure que la traduction était extraordinaire déjà, Ok. que tu loupais rien, enfin si fatalement tu loupes des trucs, tu vois, quand Oui, un mais livre ça- est traduit, oui. mais que voilà, le livre était aussi intelligent en français qu'en anglais, donc il n'y avait pas de souci. Ouais, il y avait un vrai travail. Ouais, Bah, de toute façon, tu traduis un livre comme ça, t'es obligé de faire un truc carré, quoi. ouais. Mais je crois que c'est, je sais pas un peu plus son nom, mais je crois que c'est un peu la Rolls-Royce des traducteurs, hein, pour le coup, qui Ah ouais s'est occupé de. Ok. Oui. Mais attends, Je me suis jamais trop penché penchée sur les gens qui C'est traduisent. pas écrit dessus, mais. Bon, on mettra son nom. Ouais, les fans sauront et voilà, me confirmeront que j'ai raison. Ou pas. Non, mais j'ai vraiment souvenir que. Oui, d'accord, c'était vraiment d'avoir fait la réflexion, en fait, en ayant lu la VO et après en étant retourné sur la VF, Mm. en me disant, ah, mais oui, lui, il est connu pour être Ok, vraiment. d'accord. C'est le haut du panier, quoi. Ouais, c'est un petit chef, quoi. Et après, bah, du coup, numéro 1, j'ai mis l'embrasement, le Hunger Games numéro 2, dont j'ai déjà parlé vite fait. Hunger Games parce que voilà, c'est cette série qui a changé ma vie. Bla, bla. Et puis le 2, ouais, c'est vraiment le meilleur. Je pense que le. Pourquoi le 2 Hein? Pourquoi le 2 Le 2, bah, c'est un peu le. Je les ai pas lus, moi. Je les ai toujours pas lus. Hein. Et tu connais pas du tout l'histoire, t'as même pas vu les films? Si, Ah. je crois que j'ai pas vu tous les films en plus. Ouais, je sais. Pardon. Gag. Je sais. Il faut, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Euh, Je crois que j'ai dû voir les deux Bah, premiers. t'as le temps pour faire ça, donc Bah d'accord, mais du coup on arrête et je vais regarder le Hunger Games. va le lire. Allez. Ouais, il faut vraiment que je les dise. Ouais. Non, le Vraiment. 2, c'est vraiment en fait le. L'accomplissement en fait vraiment du concept Ok. à fond. Ok. Ouais, le Donc, 1 c'est une intro et le 2 t'es vraiment. Bah, le 1 c'est déjà super, en fait t'as déjà un concept qui est très réussi, un univers qui est ultra cohérent, et en fait dans le 2 tu prends une dimension qui est complètement différente du 1, parce que le 1 en fait c'est un bouquin qui est raconté à la première personne, et donc tu suis Katniss comme tout le monde sait, qui la fameuse. se retrouve à finir dans les Hunger Games, qui est donc une sorte de battle royale, voilà, si je... Ah ouais, je suis désolée, c'est comme si ça je fais un qu'on dit. petit Hein. tacle. Mais voilà, un peu élaboré, où en fait c'est un jeu de télé-réalité, quoi. Avec des districts où chacun envoie des participants. Exactement. Et donc, et en fait, quand tu suis sa perspective à elle, et qu'elle est dans les jeux, elle a pas le regard de ce qui se passe en dehors des jeux et des conséquences qu'ont Oui. ses actions. Ouais, on est vraiment à son niveau, quoi. Or, dans le 2, t'as un petit moment réflectif où on se rend compte de l'impact Oui. de tout ce qui s'est Ouais, passé de dans les jeux, l'importance et de. dans l'extérieur, en fait, et dans le pays dans lequel se déroulent les Hunger Games, etc. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui te... Ouais, moi, honnêtement, dans le 2, bon, dans le 2, il y a des jeux à nouveau. Des Hunger Games qui sont organisés et où Katniss finit aussi. Mais en fait, avant qu'il y ait cette annonce de pourquoi est-ce qu'elle y retourne, etc., honnêtement, moi, j'avais aucune idée, mais j'étais extrêmement naïf. Ouais. Je n'avais aucune idée que c'était une possibilité qu'il y ait à nouveau des Hunger Games, en fait, dans le tome 2. Ok. Pour moi, j'étais en mode, bon, bah, les Hunger Games, c'était dans le 1, et là, maintenant, on va traiter les conséquences Oui. de ce qui s'est passé. Donc, je me dis, bon, Oui, on va voir la c'était suite. hyper intéressant, j'aimais beaucoup les personnages, donc je me dis, vas-y, trop bien. Et en fait, quand il y a eu l'annonce qu'elle y retourne, Oh c'est non. terrible, c'est un drame dans le bouquin, et moi, j'étais en mode, Elle va peut-être mourir enfin. Parce que j'adore quand les enfants ils meurent. j'étais hypé, mais de ouf. J'étais vraiment en mode, c'est trop bien. Il y a d'autres gens qui vont mourir, c'est génial. Et non, et pour le coup, en fait, c'est pas juste une sensation en tant que lecteur. En fait, tu vis ce truc de genre, waouh, c'est trop bien. Et mais en même temps, t'es en compassion complètement avec elle et tu te dis, genre, mais quelle horreur. Mais la vérité, c'est que oui, les jeux sont trop bien. Dans le 2 aussi, c'est vraiment très, très, très stylé. Ok. C'est vraiment très réussi. L'ambiance est très différente du 1. Ouais. Dans le 1, t'as un côté plus survie. Ouais. On essaie de trouver de l'eau, on essaie de trouver à manger, on essaie de C'est pas se quoi, faire l'impact, tuer. hein Ouais. Dans le 2, il y a un côté fuite, en fait, un peu. Plus Ok. dans les jeux.
d'accord. On essaie de fuir quelque chose. Ok. Et en fait, c'est ce qui fait que je trouve que justement, c'est assez différent du 1. Oui, pour c'est pas que tu juste des t'ennuies. nouveaux jeux et voilà, et terminé, quoi. Et en même temps, c'est tu reconnais bien l'identité de la série, tu reconnais tout ce que tu as aimé en fait. Et évidemment, tu as ce personnage, bien sûr, qui est hyper fort, Katniss, auquel tu t'es tellement attaché et que tu retrouves. Et voilà. D'accord. C'est pour ça que c'est ton top 1. C'est ton top 1 c'est son Ouais, top mais je 3 déteste. du Oh, je déteste les. Désolé. Je déteste l'idée de faire un top 3. Vraiment, je trouve ça Il fallait pas vulgaire. venir. Voilà, trop tard, t'es là. C'est ton top 3 du moment, ou tu penses que par exemple celui-là il restera toujours dans ton top et il restera toujours dans tes livres préférés, peu importe positionnement ou top 3, top 5. En fait, bon, déjà, celui-là, il est là juste pour remonter à la série Hunger Games. Mais c'est mon préféré des 3, mais Oui. voilà. Et donc, oui, la série Hunger Games, ça restera pour toujours. Oui. Genre un truc qui a marqué ma La vie. saga Et de donc, cœur rien que et- par ça restera dans mon top et ça, ce sera pas possible de le déloger. Je pense qu'apprendre à se noyer, un jour, il va se faire déloger. Mais en fait, c'est juste que c'est l'expérience la plus récente qui m'a genre vraiment bouleversé. Suffisamment marqué pour que. Quoi. Ouais. Et Maison des Feuilles. La Maison des Feuilles, mais en fait, c'est. Encore une fois, je déteste l'idée de faire un top 3. Je me suis juste dit, vas-y, dans des bouquins que t'adores, c'est sur lequel tu peux avoir un discours un peu intéressant et dont tu peux parler. Et en fait, ça t'amuse d'en parler. Oui, voilà, d'accord. Ah bah, du coup, je me dis, La Maison des Feuilles, franchement, c'est tellement facile d'en parler parce qu'il y a des choses à dire. Ça, c'est facile. Tout simplement. C'est facile d'en parler en même temps. Oui, Ah ouais. oui. Mais en fait, genre, les mots sortent, quoi. Voilà. C'est ça que je veux dire. On appelle ça parler, oui. Ouais. C'est bien. Et donc, je me dis, en ça, en fait, c'est intéressant, mais. Ok. Voilà. Ouais, moi, j'aime bien ton top 3. Il y en a Je au pense moins un que j'ai lu, c'est pas mal. Ouais, mais je pense que peut-être un top. Ouais, mais ça me rend fou quand même que t'aies pas lu Hunger Games. Genre, Oui, bon, ça va. t'es quand même de la génération, on est concerné, quoi. Oui. Toi, t'étais un peu plus âgé, peut-être, mais. Pas tant. Je suis pas si vieille, d'accord. Non, mais, Non, après, mais oui, moi, je fais j'étais partie jeune de pour le cette- lire. Hein. Oui, donc moi j'avais l'âge qu'il Toi, fallait. t'avais l'âge qu'il fallait, ouais. Ouais, bah, j'ai pas lu. Voilà, parce que je fais ce que je veux. Parce que moi j'ai commencé à lire super tard, d'accord. Moi j'étais pas une enfant Harry Potter, j'ai lu Harry Potter à 12 ans, non. Moi 12 non ans, plus, j'étais pas un enfant Harry Potter. Moi j'ai commencé un peu tard avec Mais des alors, trucs pour des beaucoup raisons plus simples. différentes de toi, moi, j'aime pas du tout. T'aimes pas Harry Potter? On va pas se faire des amis ici, mais. C'est pas ouais, grave, non, on est c'est pas là vraiment un pour se faire truc. des amis. J'ai jamais Unpopular accroché. opinion, t'aimes pas. Je crois que j'ai lu quand même le 6 et le 7 au final. Mais très tard. D'accord. Au moment où les films sortaient, je crois. Et t'as regardé les films et t'as bien aimé, t'as juste pas aimé les bouquins, Ouais, les même films, je passe un bon moment, mais ouais, bon, sans c'est pas plus. non plus obsesse que tu vois. Genre, je me dis, Pas oh, pour ok. ta- Mais j'avais pas du tout envie de lire les livres. Ma mère me les a achetés quand même parce que du coup, on était dans ce truc de. Oui, il J'étais l'enfant fallait, qui quoi. lisait. Tu Voilà. dois lire les Harry Potter quand Ouais. t'as 12 ans et que t'aimes lire, quoi. Mais ouais, je les ai pas vraiment lus. C'est pas grave, hein. Il y a que le 6 et le 7 que j'ai lu. Je crois que j'ai lu le 4 un jour quand je m'ennuyais. Tu fais rien comme il faut, vraiment, Ouais. ça n'a aucun sens. Mais juste en fait par curiosité parce que tout le monde me Oui. disait ah le film du 4 il est nul. Je crois que c'est mon préféré. Ah bon ben. Écoute, moi il y a des gens qui m'ont dit que le film était à chier, qu'apparemment le livre était vraiment meilleur, donc je me suis dit bon ok on va le lire. Bon, Oui, j'ai pas trouvé alors, ça non plus. Les gens qui aiment pas les films parce qu'ils ont lu les livres et que dans le livre c'est mieux. Ouais, Voilà, on vous voit. bonsoir. Voilà, j'en ai parlé il y a pas si longtemps que ça par rapport à Seigneur des Anneaux et aux Anneaux de Pouvoir, la série. Ah ouais. Il y a des gens qui chient sur les films parce qu'ils ont adoré les livres. Non, moi j'aime pas trop Tolkien non plus. Ouais, non, mais Enfin, je suis venu avec toutes mes opinions controversées. Là. Harry Ouais, mais on Potter fait ce c'est qu'on veut. nul. j'ai pas lu Hunger Games, de toute façon on n'aime rien. Mais de dire que les Seigneurs des Anneaux c'est nul, les films, Non. c'est Ah chaud non, mais quand j'ai même. pas dit ni Il y a les des gens films, qui ni ont les dit livres. non, ça n'a rien à voir avec les livres, parce que moi je les ai lus, gna gna, j'ai lu le Silmarillion. Alors déjà, les gens du Silmarillion, calmez-vous. C'est bon, c'est vraiment la maison des feuilles de Tolkien, quoi. Mais voilà, donc, mais on peut avoir aimé les livres et les films. Moi, j'ai bien. beaucoup aimé les films du Seigneur des Anneaux, mais les livres, j'ai jamais réussi à C'est à chiant me à lire brancher Tolkien, dessus, hein. quoi. C'est chiant à lire, c'est waouh. Bah, c'est mon ressenti. Mais après, j'entends qu'il y a des gens qui adorent et je pense Ouais. que ça. En fait, ouais, je pense que aimer Tolkien, ça doit être trop bien parce que. Mais il faut y aller, quoi. Trop bien, quoi. Le Hobbit, c'est bien. Le Hobbit, c'est facile à lire. Je sais plus si j'ai lu ou pas. Mais c'est vraiment, c'est facile, hein, c'est cool. Hein. Par contre, le film est nul. Je suis désolée. Oui, ouais. Non, arrêtez. Ouais, Je vais me fâcher, vraiment. Il paraît. Le Hobbit, c'est bien. J'ai vu que le 1. Bah, c'est très bien, tu peux t'arrêter là, c'est le seul qui est bien. Ouais, qui est déjà douloureux. Hein. Voilà, tu t'arrêtes C'est là. déjà bien chiant. Mais mais bon. du coup, les films Hunger Games, t'en penses quoi? Bonne adaptation? Alors. Parce qu'en tant que film et en tant qu'adaptation. Ouais. Moi, je trouve que tous sont des bons films. Le 2 est incroyable. En Ça fait, reste ton film préféré, comme le livre? Ah oui, Le 2? oui, de la série. Voilà, c'est à des années-lumière même. En fait, Ok. le 2, ce qui est chouette, c'est qu'en fait, l'histoire est techniquement pas très dense Ok. dans le roman. Donc, c'est complètement possible de faire un film 2 heures complet. Oui, où tu racontes tout ce qu'il y a dedans, quoi. Alors, du coup, il y a quand même Presque. un ou deux trucs qui ont sauté. Mais c'est pas les trucs les plus graves. Ouais. En fait,
dans le tome 2, dans le bouquin, l'autrice prend soin de bien installer l'idée que le district 13, il y a un truc bizarre autour. Enfin, c'est vraiment un petit fil rouge dans tout le bouquin où on force Katniss, en tout cas, à se poser la question. Dans le film, pas du tout. On l'évoque juste à la fin, du coup, quand il est question de dire « Ah, on va dans le district 13, mais... Là, tu commences à me spoiler les trucs. Hein. C'est pas grave, c'est sorti il y a 1000 ans, donc c'est pas très grave. Bon. Mais en tout cas, voilà, dans le livre, l'autrice fait un super travail pour justement installer le doute et te faire penser « Ah bah dis donc, il y a un truc chelou avec ça. Faut se poser des questions, faut commencer à douter en fait de ce qu'on nous dit. » Et donc c'est la différence qu'il y a entre le film et le le c'est bouquin. ça. En fait, sa storyline, elle a été coupée en fait du film. Ça fait du mal au film 3, je trouve. Ouais, parce que ça l'amorce un peu moins. Ça l'annonce moins. Et puis surtout, t'es pas du tout excité d'arriver dans ce district 13 dans le film. Tu y vas et tu subis, tu comprends pas pourquoi. Ouais, et en fait, surtout, genre, je trouve que il y a un gros... Il y a un peu une hypothermie, tu vois. Genre, c'est comme si tu sautais dans l'eau froide. Genre, d'un coup, en fait, tu passes d'un truc à un autre et en fait, on t'a pas du tout préparé, on t'a pas du tout donné envie d'y aller, quoi. Ouais, ils ont pas amorcé le machin et du coup, tu y es pas préparé. Donc, voilà, je pense qu'en ça... Ils desserrent le 3. Le film du 2 est exceptionnel parce que du coup, ils ont coupé une storyline qui était nécessaire. Mais bon, tout est nécessaire. Donc voilà, ils ont fait un choix. Ça fait un film 2 qui est exceptionnel, qui est hyper bien écrit, qui est hyper bien cousu, qui va très vite et qui te raconte tout ce que tu as besoin de savoir vraiment de l'histoire, vraiment genre actuelle. Mais le 3, en fait, comme il n'y a pas la petite rampe de lancement pour te donner envie de visiter le district 13, et que c'est quand même un gros enjeu du tome 3 de te faire comprendre, en fait, ils se sont organisés comme ça, en fait, ils ont survécu comme ça et tout. En fait, quand tu es dans le film et que tu vois le film, tu te dis, mais c'est qui déjà eux ? Oui, on s'en fout. Enfin, tu vois, genre, t'es vraiment pas acclimaté à l'idée qu'ils puissent exister même. Donc, il y a un truc un peu... C'est un peu dommage. Un peu étrange. Mais moi, j'aime quand même beaucoup ce film, je suis désolée, mais parce que moi, j'ai le contexte et donc j'étais chaud d'aller dans le district 13 avant même. Mais je pense que pour les gens qui n'ont pas lu les livres, je pense que peut-être le 3 est faible pour ça. Et peut-être si les gens aiment moins bien le 3, c'est peut-être pour ça. Je pense. Après, le livre, c'est le livre le moins aimé. Hein. C'est un peu le mal aimé de la série, le tome 3. C'est une fin de saga, de dystopie, young adulte. Donc, en fait, t'as tous les poncifs on fait tomber le gouvernement. Bon, des poncifs qui ont en partie été installés par Hunger Games, hein. Pas uniquement, mais en partie. Donc, c'est un peu injuste de lui reprocher d'avoir installé des poncifs. Oui, c'est un peu, d'accord. Et non, tout ça pour dire, moi, le meilleur film, c'est le 2. Le meilleur livre, c'est le 2. Mais moi, j'ai beaucoup d'amour pour le film numéro 3. En fait, ils ont coupé le dernier livre en deux films. Il me semblait qu'il n'y en avait pas. Qui est une décision controverse, mais en même temps, c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses dans ce livre, donc pourquoi pas. T'es d'accord? C'est le plus long, en fait, des 3. Moi, je suis d'accord, mais parce que j'ai passé un bon moment. Mais encore une fois, je sais qu'il y a des gens qui détestent le film 3 et qui n'aiment que le 4, du coup, de film. Ils sont bizarres, les gens. Moi, j'aime beaucoup le 3 parce que je pense qu'en fait, il y a, le film fait des choses que le livre ne fait pas. Ce qui, des fois, est une idée étrange, tu vois, pour un film adapté d'une série aussi populaire, tu vois, où tu peux pas trop écrire autour, je trouve. Mais bon, là, ça marche. Moi, je suis désolé, je trouve que ça marche. En fait, ça donne de la chair à la rébellion. En fait, encore une fois, le livre est prisonnier du point de vue de Katniss. Oui. Le film ne l'est pas. Aucun des films ne l'est d'ailleurs. Hein. Dans chaque film, on a des passages où on n'est pas du point de vue de Katniss, qui n'existent pas du tout du coup dans les livres. Mais là, du coup, dans le film numéro 3, on a vraiment des passages du point de vue de la rébellion où tu vois littéralement comment ils s'organisent, comment est-ce qu'ils font des actes de terrorisme, etc. Et en fait, c'est... c'est intéressant et ça sert quand même à la finalité. Et ça marche. Donc en fait, ça crée beaucoup d'empathie pour justement l'univers qui est en dehors du champ de vision de Katniss, quoi, qui est justement très limité, malheureusement. Oui, c'est bien au final. Moi, j'aime beaucoup. Mais je sais qu'il y a des gens qui détestent. Ok. Très cool, ce top 3. Et du coup, on a une lecture en commun. Alors, on a une lecture en commun. Pas trop fait chier. Comment est-ce possible? Incroyable. C'est fou, ça. Ça aurait pu être La Maison des Feuilles, t'imagines? Oui. Si on avait voulu être original. Alors, quel enfer. Ah non. Donc non, notre lecture en commun, c'est Dungeon Crawler Carl de Matt Dinimal, le premier tome. Oui. Qui est là. Qui est très coup... Qu'est-ce que c'est un beau livre. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, regardez-moi ça. Incroyable. Merci beaucoup. C'est bon, ça y est, la pub est finie. Qui est effectivement un des premiers bouquins qu'on a publié avec Lorston, qui est donc le label pour lequel je travaille, et qu'on a fondé pour introduire la lit RPG en France. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci public. Non, et du coup, en fait, on s'est lancé le 7 novembre avec 2 séries, Dungeon Crawler Carl et Primal Hunter, et donc Dungeon Crawler Carl
qui est ici, on peut en parler. Effectivement, c'est un vrai roller coaster, quoi. C'est à toi d'en parler, c'est pas à moi. C'est à moi d'en parler. C'est toi qui as bossé dessus, c'est grâce à toi qu'on l'a. Donc, Oh là là, je dois dire trop de choses, c'est dur. Hein. Après, ça peut être intéressant parce que toi, t'as vu le truc depuis le début, t'as vu tout le processus, donc ça qui est intéressant aussi en vrai. C'est vrai que ça peut être intéressant. Doja Roller Car, c'est... Ouh là là, c'est tellement de choses. C'est ton problème. Je parle pas, je te laisse faire. Je déconne. Déjà, c'est quoi la LitRPG ? La LitRPG, très bonne question. La LitRPG, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est la rencontre des codes de l'imaginaire avec les codes du jeu vidéo. L'idée, c'est d'intégrer vraiment des mécaniques de jeu vidéo à l'intérieur d'un roman. Comment est-ce qu'on fait ça ? C'est pas comme un roman interactif, c'est-à-dire... Ready Player One. Non, c'est pas un roman interactif, Ready Player One. C'est plus, je pensais à... Les gens me font souvent la comparaison. Non, moi je pense en fait, j'essaie de parler de ça pour dire ce n'est pas un roman dont vous êtes le héros. Ça, s'il vous plaît, arrêtez avec ça. Oui, interactif. Ça me fatigue. Je trouve ça super, les romans dont vous êtes le héros. Moi, j'avais pas été très très client quand j'étais jeune. J'en ai lu 1 ou 2 et j'ai passé un bon moment. Le principe est trop bien et ça marche très bien. Mais oui, le principe est très bien et il n'y a pas de souci. Mais arrêtez de me dire que la LitRPG c'est du roman dont vous êtes le héros. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas interactif. Non. Vous faites pas des choix en LitRPG, pas du tout. En fait, la LitRPG, la façon qu'elle a d'amener les codes du jeu vidéo à l'intérieur du roman, c'est que elle les intègre la façon opposée qu'ont les bouquins en général d'intégrer les jeux vidéo. C'est-à-dire que quand vous allez lire un roman Assassin's Creed ou Minecraft, l'interface jeu vidéo est complètement gommée. Vous n'avez pas d'inventaire, vous n'avez pas de niveau, vous n'avez pas de... Oui, ça fait pas partie intégrante de menu, de que sais-je en fait. Tout ça est gommé pour laisser place à l'histoire, et l'histoire fait uniquement sens dans l'univers Minecraft parce qu'on te dit que c'est Minecraft. Mais en soi, voilà. Mais c'est bizarre. Quand tu lis Dungeon Crawler Carl ou un roman de LitRPG, l'élément jeu vidéo est archi présent et fait complètement partie de la réalité des personnages. C'est-à-dire que Carl, pour en parler du coup, pour faire un petit pitch, ce qui lui arrive, c'est qu'un soir d'hiver, il ouvre la fenêtre pour cloper et son chat se barre par la fenêtre et donc hop, il se dit bon bah je vais devoir aller chercher mon chat. Il enfile des crocs, un petit manteau, il est en caleçon, il sort et là catastrophe. Quand soudain tous les bâtiments autour de lui s'effondrent. C'est vraiment le what the fuck. Je trouve que c'est assez impactant dès le début. Tu dis ah d'accord. Ouais, on est au milieu de la nuit donc il y a personne dehors, il y a que lui. Il récupère son chat et il se dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Et là il y a un petit message qui est diffusé un petit peu partout sur Terre de la part des aliens qui informe les quelques survivants que la Terre vient d'être réquisitionnée par les aliens qui ont du coup apparemment créé cette planète et que les survivants ont l'option de se rendre dans le donjon via quelques escaliers qui sont ouverts un petit peu partout sur Terre. Et donc, le donjon est composé de 18 niveaux, plein d'épreuves, et s'ils arrivent au 18e niveau, ils peuvent récupérer la Terre, en tout cas en réclamer la possession. Oui. Donc Carl, il meurt de froid, il a son chat dans les mains, dans les bras, il se dit bon, j'ai pas trop le choix. Je suis en crocs sans caleçon, allons-y. Soit je crève, soit je vais dans le donjon, donc il va dans le donjon. Et j'essaye de pas crever. Ouais. Et donc, le donjon, effectivement, il y a cette interface de jeu vidéo en fait direct dès qu'il rentre dedans. On informe que donc il a un niveau, qu'il a des stats, qu'il peut débloquer des compétences, qu'il peut en apprendre, il va trouver du loot. Donc tous ces éléments de jeux vidéo en fait qui justement. Il y a tous les termes des jeux vidéo. Ouais, qui en général sont complètement gommés justement des romans qui font allusion aux jeux vidéo. Là en fait sont complètement intégrés. Là à c'est la un loot, il y a des mobs, enfin il y a tout ce qu'il faut. Et sont visibles en fait littéralement dans le roman. On a des pages de stats, pas tellement du coup dans Dungeon Crawler Carl il y en a quelques-unes mais pas beaucoup. Mais il y a surtout en fait Carl il va débloquer des succès. Les succès. Je pense que c'est ce que je préfère dans ce livre, la description des succès. Ouais. Mais ça m'a fait hurler de rire. Vraiment, c'est incroyable. Je suis trop content parce que c'était un élément hyper dur à traduire. Je me doute, on s'est vraiment arraché les cheveux. Adapté parce qu'il y a vraiment des trucs spécifiques un peu à la française où. Oui. Je trouve qu'il y a un boulot monstre fait dessus. C'est trop bien. Quoi. Merci beaucoup. Mais en fait, Matt Zinniman, qui est l'auteur du coup de cette série, il a une culture vidéoludique et de la pop culture en fait qui est fascinante. En fait, il a des références qui sont très drôles et en fait. C'est assez facile de les avoir, mais en même temps, quand on les a pas, on a quand même un indice de ce que c'est. Oui, okay, et donc, nous, on a fait un gros travail, effectivement, avec la traductrice d'aller chercher des équivalences pour les Français, parce que il y a plein de choses qui font référence à des trucs vraiment ultra américano-américains. Oui, et donc, ouais, c'était un énorme enjeu de garder le même ton, le même humour, la même efficacité, en fait, et en même temps, le même référentiel de à quoi l'IA, justement, qui est...
qui a clairement un problème mental, si c'est possible pour une IA d'en avoir une, mais en tout cas, elle a un problème, cette IA. Elle a des kinks chelous. Et du coup, en fait, ça lui permet d'avoir une voix qui est ultra singulière et qui ressemble à aucune autre, tout simplement. Même en littérature, moi, j'ai pas de personnage qui ressemble à cette IA, quoi. Ouais. Et ça la rend hyper vivante, et donc c'était un énorme enjeu pour nous de réussir la traduction de ces passages-là, de tout bien sûr, mais vraiment, en tout cas ça c'était ultra, c'est un succès vraiment, c'est un très 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 gros point, quoi. Vraiment je me suis régalée, et il y a des moments, il y en a plein, tu dis oui j'en veux encore s'il vous plaît, ça fait longtemps que j'ai pas eu, c'est incroyable, vraiment moi c'est ce qui m'a fait le plus rire, quoi. Donc franchement juste pour ça ça fait vraiment partie de l'intrigue, en fait, et c'est là justement la spécificité de la Elite RPG, c'est qu'on embrasse les codes du jeu vidéo dans ce qu'ils sont et pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils racontent. En fait, faut vraiment imaginer que quand on joue à un jeu vidéo, on nous raconte une histoire avec des cinématiques, etc. Mais on nous raconte aussi une histoire avec notre menu, avec le rythme auquel on va prendre des niveaux, des stats, ce qu'on va choisir comme équipement. En fait, tout ça, même si dans l'esprit du joueur, c'est pas littéralement au premier plan l'histoire. Mais il est là, en fait. Et en fait, c'est ce qu'il est en train de vivre. Donc, ça fait partie de l'histoire du jeu vidéo. Ça fait partie de ton expérience. Et ça, en fait, la Elite RPG l'a compris et en fait un petit peu, justement, sa spécificité de « Ah, on arrête d'enlever justement la spécificité du jeu vidéo et cette surcouche, et on en fait justement un point différenciant d'une autre littérature. On n'est pas juste de la littérature imaginaire post-apocalyptique comme ça pourrait être, dans Jean-Claude Carl techniquement. Oui. Ça pourrait être juste un type qui est dans un donjon et il faut qu'il tue des trucs et puis il descend des escaliers, enfin tu vois. Non, là c'est pas juste ça, en fait, il y a vraiment cet élément jeu vidéo qui est rajouté par-dessus, qui est apprivoisé par le personnage, qui le découvre, et nous-mêmes lecteurs on le découvre et on l'apprivoise, et en fait c'est ça qui en fait fait vraiment le sel de cette littérature. Et donc, très bien mon discours, tu l'as appris par cœur. Oh là là, merci. Non, pas du tout, j'improvise à chaque fois. Parce qu'au début, je faisais le même à chaque fois. Ouais. Et en fait, j'en ai perdu la passion, tu vois. Et je me suis dit, faut que j'arrête de faire ce discours. Oui, dis à chaque fois, je vais changer les mots. Très bien. Donc cette version est unique. Voilà. Ouais. J'en ai rien que pour moi. Coup, donc heureusement, je pourrais la replay de temps en temps. On te filera les rushs et merci tu le balanceras à chaque fois quand on te pose des questions. Non, mais c'est... En tout cas, moi, j'étais hyper content de pouvoir amener la Elite RPG en France et de pouvoir créer l'Hearthstone. Et Dungeon Crawler Carl, pour moi, c'était une évidence qu'il fallait que ça commence par là. Il se trouve qu'entre-temps, du coup, après le moment où j'ai acheté les droits, ça a aussi explosé aux États-Unis. Très content, je me suis dit, en plus, j'ai la légitimité des chiffres de mon côté. C'est que c'est pas juste que c'est bien, c'est que c'est bien et ça marche. Donc, ça, c'est cool, ça. Donc, c'est très, très chouette. C'est rassurant aussi, je pense, de ton côté aussi. Un petit peu, ouais. Parce que pour tout le monde, après, parce qu'on arrive sur un nouveau genre, on est les premiers, donc en fait, c'est un défi, nous incombe la pédagogie du truc, qui est pas simple. Pas simple du tout, c'est un vrai défi quotidien. Mais c'est trop bien, franchement, c'est trop bien. C'est hyper fun, mais ça rajoute ce petit sel de t'es pas juste en train de créer une maison d'édition. Tu apportes quelque chose de nouveau qui se fait pas. T'apportes un truc nouveau, les gens ne comprennent pas, 99%, et en fait, c'est à toi, 1% par 1%, d'aller leur faire comprendre ce que c'est. Pour qu'ils les vendent aux bonnes personnes. Mais parce que clairement, il y a un public pour ça, quoi. Enfin, il y a clairement un public pour ça, vraiment. Enfin, et je pense que ça amène aussi peut-être des retours qu'on a pu avoir aussi des gens qui lisent pas spécialement, qui se sont mis à lire avec ça. C'est un vrai sujet. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai présenté à chaque fois que j'en ai parlé au tout début, du coup, avant la création de l'Hearthstone, pour justement convaincre les gens de me suivre. C'est que... c'est compliqué, mais en gros, la lecture en France, un petit peu partout, c'est quand même un loisir sur lequel on tombe par chance, entre guillemets, ou alors, enfin, si on n'est pas dans une famille, etc. Moi, par exemple, mon parcours, c'est assez typique de quelqu'un qui aurait pu ne pas lire, en fait. Il se trouve que ma mère a déménagé au-dessus d'un tabac qui avait Raymond E. mais en fait, sinon, tu me donnais 3 ans et je les ai plus. Hein. Ouais. C'était fini. Et donc, il se trouve que voilà, j'ai trouvé un bouquin qui m'a donné envie de lire et qui m'a fait comprendre que la lecture, ça pouvait être hyper fun. Ouais. Mais si tu tombes pas sur ce livre, qu'est-ce qui se passe, en fait Comment tu serais quand même venu autrement plus tard avec autre chose, peut-être. Ou pas du tout. Ouais, mais c'est hyper dur à dire parce que c'est comme un muscle aussi, la lecture, tu vois, genre tu t'entraînes et ta tolérance, elle augmente et tu vois, j'aurais jamais lu La Maison des Feuilles si je l'avais pas lu pendant 10 ans avant, tu vois, c'est pas possible. Donc, bref, tout ça pour dire, quand j'ai présenté donc la Elite RPG comme genre, en fait, tout mon pitch, c'était de dire, ce qui se passe aujourd'hui dans l'édition, c'est que la romance fait un super travail pour faire relire plein de gens. Oui. Mais il y a plein de gens qui ne sont pas concernés par la romance. Et je parle pas uniquement des garçons. Bonjour. Je parle aussi, effectivement, de plein de filles qui ne se sentent pas concernées par la romance, par les enjeux de la romance, et qui, malheureusement, n'ont pas vraiment d'équivalent de littérature très accessible et très fun qui s'adresse à eux.
Le polar fait un super travail pour ça, mais en même temps, ça s'adresse aussi à une petite marge. En fait, encore une fois, il y a plein de gens qui sont pas concernés ni par le polar, ni par le romance. Et donc, qu'est-ce qu'on propose à ces gens-là ? La fantasy, ça paraît très vite pas accessible ou trop compliqué pour certaines personnes. Oui, parce que c'est des bouquins énormes. Après, je vais fermer ma gueule parce que mes livres aussi, ils sont très gros, mais... Oui, mais c'est pas pareil. Tu le consommes différemment, en fait. Ouais. Je dis comme lire de Tolkien ou du... ça, c'est vraiment pas accessible pour le coup. Genre, enfin, Game of Thrones. Ouais. Game of Thrones, c'est imbuvable. Ouais, c'est très dur. Il faut imbuvable. avoir un muscle. C'est ça, en fait. Et c'est ça qu'on dit souvent avec la fantasy adulte, c'est que c'est compliqué. Et donc, le fait de se tourner vers la fantasy jeunesse, par exemple, les gens pensent que c'est moins bien. Ça perd pas en qualité, ça perd en complexité. Donc, ça ouvre la fantasy aussi à d'autres gens, quoi. Donc, j'ai l'impression que... tu parles de Raymond Feist ? Non, de la jeunesse, la fantasy adulte et la fantasy jeunesse. Les gens pensent que la fantasy jeunesse, c'est moins bien. Non, c'est pas moins bien, c'est juste moins complexe. C'est juste un peu plus épuré, quoi. Et c'est vrai qu'il y a le cliché de la fantasy adulte qui est compliqué, qui est machin, qui est lourd. Ouais. Donc ça ferme des portes à certaines personnes qui se sentent pas Et puis en plus, il y a une image aussi. du lectorat, c'est des experts, tu vois, genre, c'est des immenses geeks qui ont vu tous les Star Wars, tout Star Trek, je sais pas quoi. Et du coup, en fait, il y a quand même un côté pas accessible, en fait, malheureusement, d'une grosse partie de l'imaginaire. Donc avec la LitRPG, l'idée, c'était d'aller proposer une littérature justement qui est ultra accessible, qui se définit par l'idée qu'elle est fun, et qui, au-delà de ça, l'assume en disant oui, je travaille avec les codes du jeu vidéo, et en fait je m'en approprie aussi plein de qualités. En fait, c'est extrêmement addictif, c'est extrêmement dynamique, ce qui est aussi un jeu vidéo, et c'est ça en fait, c'est ça en fait, c'est vraiment de prendre des éléments positifs du jeu vidéo et les injecter dans la littérature pour en faire quelque chose de... Et sans que ce soit trop linéaire non plus, et sans que, tu vois. Ouais, complètement. Non, ça c'est cool. Donc voilà, un petit peu, c'était ça mon pitch vraiment, c'était de dire, il y a plein de gens, voilà, qui ont pas une littérature très accessible qui se destine à eux. Ouais, qui se le sentent pas ou qui... Et donc, en fait, on peut pas juste ne rien faire. En fait, il faut essayer des choses différentes. Et donc, la LitRPG, pour moi, c'est une approche différente pour aller chercher ce public-là. Et en France, on a quand même un des grands pays consommateurs à la fois de manga, mais aussi de jeux vidéo, qui sont deux sources, en fait, justement, qui amènent normalement à la LitRPG. Ouais. Donc, pour moi, c'était une évidence que la France a été un bon terreau pour lancer la LitRPG. Clairement. Et donc, je suis très, très, très content. On est un des premiers pays d'Europe, pas le premier, du coup, parce que l'Allemagne, ils ont un petit peu d'avance sur nous. Oui. Mais on est un des premiers pays d'Europe à s'être lancé. Et on est la première traite de Dungeon Crawler Card, notamment. Dans ça, je savais monde. pas. Ouais, c'est trop GG, trop bien. Il y en a plein qui nous suivent, là. Ah ouais? C'est trop cool. Ouais, j'en ai rencontré plein. Il y a... Je me rappelle plus les pays. Je sais qu'il y a au moins l'Italie, parce que eux, j'ai pas beaucoup parlé avec eux. Okay. Mais il y en a aussi plein d'autres qui arrivent et c'est très chouette. Je peux être fier de toi. Je suis hyper fier de moi, franchement, et je suis très content, surtout que les lecteurs aient vraiment compris ce que c'était, parce que voilà, c'était ma crainte. Et finalement, les gens sont hyper positifs, nous font des super retours, sont très contents. Moi, je vois en librairie, ça marche très très bien. Et autant, ça peut être présenté comme un truc niche, dans le sens où c'est pour les gens qui jouent aux jeux vidéo, sauf que maintenant, les gens qui jouent aux jeux vidéo, oui, c'est la plupart des gens. Tout le monde joue aux jeux vidéo, en fait. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que ça véhicule le truc de... Avant, moi, je tombais dans les jeux vidéo quand j'étais petite. Et c'était un peu... pas très bien vu, c'était un peu négatif, un peu... Surtout en tant que nana, machin, enfin... Alors que là, maintenant, tout le monde joue aux jeux vidéo. En France, en particulier, c'est fou. Moi, je suis retombé sur des images d'archives, c'est trop drôle. L'image des joueurs de jeux vidéo est folle. On a vraiment des bilos collés à notre écran, avec le souris comme ça, avec la bave et tout. C'était péjoratif pendant un temps. Maintenant, tout le monde joue aux jeux vidéo, quoi. Donc ça rend ça accessible. On commence à avoir une meilleure image, tu vois, genre le genre de jeu vidéo commence à avoir une bonne image, mais... Doucement. Mais très doucement. Mais trop doucement. En France, de toute façon, tout est très lent, je trouve. Pardon, désolé. Hein. C'est long pour réussir à changer les mœurs sur des trucs, des fois. Donc, pour moi, le jeu vidéo, il en fait partie. Donc ça commence à se démocratiser, c'est cool. Et tant mieux, on voit ça comme quelque chose de sérieux. Le fait de travailler dedans, machin, c'est pas... Comme la fantasy, c'est pour les enfants. Les jeux vidéo, c'est pour les enfants. Oui. On est de moins en moins là-dedans, et tant mieux. Merci, enfin, en 2025, il était temps. Je pense que, par exemple, la fantasy, c'est pour les enfants. Game of Thrones, ça a beaucoup aidé à sortir de cette idée-là, parce que tu peux pas me faire croire que c'est pour les enfants. Donc, non. Bon... C'est soit pour les enfants et c'est débile, soit c'est trop compliqué. Alors que non, il y a des trucs entre les deux qui sont ultra simples, ultra accessibles et trop bien, quoi. T'as Sanderson, tu vois, Sanderson, c'est incroyable. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est pas... Ouais, non, ça va, c'est pas... Ouais, c'est pas dur, c'est vrai, t'as raison. Alcatraz, je suis en train de lire les Alcatraz, là, c'est de la jeunesse, hein. C'est de la fantasy jeunesse. Ah, j'ai pas lu, moi, Alcatraz. Incroyable. Après l'émission, je t'en parlerai pour 3 minutes, parce que vraiment, c'est incroyable. Lisez Alcatraz, c'est génial. C'est à crever de rire. Je pense que tu vas kiffer. Mais ouais, c'est bien, ça démocratise plein de trucs, les jeux vidéo, la lecture, ça rend accessible à plein de gens. Je trouve que la démarche est ultra bien et c'est ultra drôle. Par contre, je pense qu'il y a un truc qu'il faut un peu prévenir, c'est un peu cru, c'est un peu vulgaire.
Moi, c'est tout ce que j'aime. Oui, c'est pas pour les enfants. Ah non, c'est pas pour les enfants. Mais voilà, je sais qu'il y a des gens qui ont pu avoir des retours en disant oh, il y a que des gros mots tout le temps, c'est un peu. Ouais, j'ai vu ça aussi. Faut le savoir. En fait, c'est bizarre parce que quand t'es éditeur, t'as un vrai truc aussi, tu sais, genre tu prends un peu à cœur les remarques et tout. Mais moi, c'est celle qui me blesse le moins pour le coup. Quand on me dit le bouquin est trop vulgaire et tout, bon. Après, c'est juste que c'est pas adapté à des gens qui aiment la vulgarité, c'est tout. Ouais, je me suis dit écoute, ça c'est un choix qu'on a fait de garder ce niveau de langue. Est-ce que vous êtes posé la question de est-ce qu'on censure certaines choses? Ah non, censurer non. Si tu le prenais tel quel et tu changeais rien. Ouais, en fait tu peux le truc en fait du passage de l'anglais au français, c'est qu'il y a plein de termes qui n'ont pas d'équivalent juste correct en tout cas. Donc en fait, tu as des choix à faire. Oui. Soit on passe au niveau supérieur et on est encore plus vulgaire, soit on atténue un peu. On atténue un petit peu. Oui. Et donc on a fait le choix au cas par cas. Hein. Oui. Il y a beaucoup de moments où oui, on est passé au niveau supérieur parce qu'en fait, t'as pas vraiment. Karl, il a fait l'armée. Ouais. Il est ingénieur maintenant sur un petit bateau. Enfin, tu vois, il est mécano, quoi. Il est avec son chat qui Princesse parle, Donut. tu vois, genre c'est quand même une situation un peu farfelue, ouais. Donc non, oui, il va dire ce genre de choses, tu vois. Donc on y allait un peu full force sur la plupart des choses. Ouais. Et ça rend le roman en français je pense pas que ça le rend plus vulgaire, mais en tout cas, oui, ça le rend certainement assez vulgaire, quoi. Oui, après, ça fait partie du truc, ça sort pas de nulle part, c'est le ton global, donc... Oui, et même, en fait, tout ce qui est trash, etc., il y a quand même pas mal de moments gore et beaucoup de violence. En fait, ça, pour le coup, c'est pas le passage de l'anglais au français, c'est comme ça dans la version originale, et en fait, ça fait partie du discours, en fait, du bouquin, c'est que on est quand même sur donc une émission de télé-réalité où les gens vont s'entretuer. Vont s'entretuer ou se faire tuer par des monstres. Donc, en fait, le principe est cruel de base. Donc, on a besoin aussi de confronter la violence à ce qu'elle est. Elle est là et de la montrer pour ce qu'elle est. Et c'est pas... on va pas l'édulcorer, on va pas dire « Ah, il tombe, il se fait mal. » Non, tu vois, genre, il se fait traverser le bine, il y a ses entrailles qui ploupent au sol, enfin, il meurt, quoi. On est sur quelque chose de très explicite, de très violent, mais c'est réel, quoi. C'est pas... On n'est pas... Et on n'a pas l'impression qu'on en fait des caisses, c'est juste c'est là, et on passe à autre chose, quoi. Et tu fais pas l'emphase dessus pour dire « Regardez, on fait du trashouille ». Et tu vas pas non plus trop lisser le truc, c'est juste c'est là, ça fait partie du truc, et puis après tu continues. Et puis mais toi, du coup, comment ça t'a été présenté? Parce que je me rappelle plus. Ça fait un moment qu'on me parle du coup sur Instagram parce que t'es tombé sur la série et je sais plus à quel moment la connexion a été faite, mais comment est-ce que ça t'a été présenté? Je suis curieux, tu vois. Moi, c'est du coup en tant que libraire, c'est une repré en fait qui me l'a présenté en rendez-vous. Donc pour les gens qui savent pas, en tant que libraire, on a les représentants des maisons d'édition qui viennent nous présenter et on travaille des campagnes sur les sorties sur les 2-3 mois à venir. Et on voit qu'est-ce qu'on prend, les quantités, machin, tout ça. Et du coup, ils nous présentent les bouquins. Et donc, on va présenter leur stone, donc avec les 2 premiers titres qui sont sortis, donc Primal Hunter et Dungeon Crawler Carl. Comment on va présenter ça? En fait, elle m'a dit qu'elle avait présenté à une autre libraire et que cette libraire-là lui a dit « Ah ouais, non, mais je sais, genre, c'est du Ready Player One, machin. » Elle a repris, elle était là « Non, je crois pas vraiment. » Elle a dit « Non, mais si. » Elle m'a dit « Elle m'a un peu énervée avec son Ready Player One parce que ça n'a rien à voir. » C'est connexe, mais oui, c'est pas tout à fait la même chose. C'est un peu facile, c'est un peu un raccourci, quoi. Donc elle m'a dit, je crois pas. Après, voilà, son truc, c'est pas du tout les jeux vidéo. Donc elle m'a dit, moi, je joue pas aux jeux vidéo. Donc elle a un peu présenté comme on lui avait dit, mais elle me dit, je sais pas s'il y a un potentiel ou pas. J'étais là, oui, moi je veux, moi j'y crois. J'étais en mode, ok, l'idée est très cool. À voir le résultat, parce que ça se trouve, ça va être de la merde. Hein. C'est vraiment ce que je me suis dit. Je me dis, ok, c'est risqué, ça se trouve, ça va être tout pourri. Du coup, j'avais eu les petits extraits là, des 80 premières pages de chaque. Et je crois que c'est la maman que je t'ai contacté. J'ai dit bonjour, je peux le lire avant la sortie, s'il vous plaît. Et du coup, je l'ai lu avant la sortie. Donc, j'ai fait la chronique la veille de la sortie. J'ai lu les 2. Et ça m'a permis, moi aussi, de préparer un petit peu l'argumentaire, savoir un peu à qui c'était destiné. Parce qu'autant, je trouve que celui-là et Primal Hunter, c'est pas tout à fait le même public. Ouais. Ça s'adresse pas aux mêmes personnes. Comme on disait tout à l'heure, je trouve que Primal Hunter est beaucoup plus tuto et explicatif pour les gens qui sont pas du tout habitués au genre. En fait, c'est quand j'ai préparé le lancement de Hearthstone, dont j'avais déjà acheté plusieurs séries, mais en même temps, je savais bien... Moi, je voulais en lancer plusieurs dès le premier jour, parce que je voulais pas qu'on ait l'air de petits rigolos, tu vois, qui lancent un livre pour voir si ça marche, tu vois. Je voulais montrer qu'on était quand même sérieux, qu'on avait investi, etc. Je voulais montrer aux libraires et à tout le monde que genre on était sérieux vraiment dans notre démarche d'implanter la LitRPG. Mais en même temps, moi, je me suis dit, vas-y, prends 2 séries qui sont vraiment différentes. Parce que ce que je veux faire, c'est créer des portes d'entrée en fait, vers le genre. Toucher plusieurs personnes. Exactement. Donc, en fait, je veux pas faire du repeat. En fait, je veux que les gens qui rentrent par l'un aient envie d'aller lire l'autre. Mais en même temps, ils seraient pas allés lire l'autre s'ils connaissaient pas le genre, quoi. Donc, on va dire que Primal Hunter, avec sa présentation, avec sa couverture et avec
l'énergie qui s'en dégage, je trouvais que ça allait chercher un peu plus facilement des fans de fantasy un peu plus classiques. Et un peu plus aussi l'esprit manga shonen, parce qu'il y a vraiment, moi je trouve vachement cette saveur en fait, en tout cas dans Primal Hunter. Là où Dungeon Crawler Carl, on est plus du côté pulp, le côté très action, et en même temps le côté très américain, d'une fantasy très moderne, et donc, enfin fantasy fantastique, on va dire. Fantastique plutôt, je pense. Bon, c'est que des étiquettes, tout ça. De toute façon, ça peut être de la SF, imaginaire. Voilà, des trucs pour les enfants, vous savez. Mais en tout cas, voilà, je me suis dit, ça a un côté extrêmement moderne, extrêmement américain. Ça propose quelque chose de différent. En plus, pareil, encore une fois, les couvertures se répondent très très bien l'une à l'autre, parce qu'il y en a une qui est sur du néon, c'est ultra pop, ultra pulp, et l'autre qui fait plus fantaisie à capuche, ça a l'air d'être un peu plus calme et tout. Donc je me dis c'est bien, on va quand même normalement pas choper les mêmes, et au moins ils vont arriver au même endroit tous. Et s'ils se parlent entre eux, ensuite ils vont pouvoir aller se conseiller les uns les autres. Et je trouve que du coup Primal Hunter est un peu plus pour les gens qui connaissent pas du coup l'univers même du jeu vidéo et le principe des jeux vidéo. C'est peut-être plus accessible. Il est beaucoup plus explicatif parce que le concept même c'est que c'est des personnages qui se retrouvent là-dedans et qui connaissent rien. Ils savent pas ce que c'est une classe, ils savent pas ce que c'est des caractéristiques, des compétences, des points, des niveaux, tout ça. Donc ça explique beaucoup ce truc-là pour les gens qui savent pas. Là c'est de suite un peu plus. Il y a des termes spécifiques aux jeux vidéo qui sont un poil plus destiné aux gens qui connaissent le principe des jeux vidéo, voire qui y ont joué. Je pense que si t'as jamais joué à un seul jeu vidéo, ça va peut-être être un poil moins intuitif. Ah oui, ce que je veux dire. Tu trouves ? Peut-être que c'est pas gênant, mais... Je pense qu'il y a peut-être un moment d'acclimatation, mais... Peut-être. Mais en fait, ce qui est chouette, moi je trouve dans Dungeon Crawler Carl, c'est comme on est la première personne, et que Carl, oui, il a un petit bagage, il a déjà joué aux jeux vidéo, etc. Il est vite fait, quoi. Effectivement, il y a des termes qu'il comprend et qu'il ne demande pas à se faire expliquer, mais en même temps, en fait, tu vois... avec la façon qu'il a de réfléchir c'est explicatif au final. D'apprivoiser en fait tous les nouveaux éléments du donjon. La logique. Tu vois en fait la logique apparaître. Et je trouve que t'as pas besoin d'avoir vraiment, tu vois, genre quand il te parle de l'inventaire exactement comment ça marche, c'est très inspiré des MMO clairement. Oui. Mais t'as pas besoin d'avoir joué à un MMO pour comprendre exactement ce qu'il veut dire par là, tu vois. Moi je pense plus par rapport à certains termes. Après, tu les découvres et tu comprends ce que c'est quand il les utilise, mais je me dis que quand tu les connais déjà d'avant, ça, le déclic est un peu plus... Je sais pas. Pour les gens qui connaissent pas du tout, je dirais, voilà, si vous avez jamais touché à un jeu vidéo et si les beaucoup de gros mots et les trucs un peu trashouilles, c'est moins au truc, plus par... Ouais, alors c'est vrai que les gros mots, alors ça c'est un obstacle. Si vous aimez pas, vous allez pas... Voilà. Moi c'est pour ça que j'adore. Souvent, j'ai filé l'extrait à des collègues dommage, et j'ai dit, en gros, dans l'idée, pour qu'ils voient un peu le genre, j'ai dit, voilà, c'est un livre que j'aurais pu écrire. Genre, dans l'idée, ça donnerait un truc comme ça. Il m'a dit, ah d'accord, ok. Et vraiment, j'ai un collègue qui a lu extrait qui m'a dit, oui, effectivement, ça colle pas mal au personnage. C'est un bon compliment, en tout cas, j'apprécie. Bon, je sais pas. Mais vraiment, c'est... Non, parce que tu sais, on a l'image de, genre, les auteurs, ils écrivent les livres qu'ils auraient aimé lire. Donc, écoute, si tu te dis que tu aurais aimé écrire ça. Ouais, voilà. Ça colle un peu au personnage et au truc. Donc, c'est pour ça que j'étais complètement public, mais à des kilomètres, quoi. Et je dis pas ça parce que t'es là. Hein. J'ai un poil moins accroché à Primal Hunter, qui est très bien aussi, mais c'est pas le même rythme, et je pense que moi, personnellement, en tant que personne, je m'attache plus à ça qu'à l'autre. L'autre est très bien aussi, mais ça me parle plus personnellement, tu vois. Ouais. De toute façon, encore une fois, c'était vraiment l'idée d'aller chercher des personnes différentes, justement, avec ces deux-là. Effectivement, c'est complètement... Système Univers, du coup, le 3e qu'on a sorti. J'aime beaucoup. Tu me l'as dit tout à l'heure, et c'était ma démarche aussi, donc je suis d'accord avec toi. L'idée, c'était de trouver justement un entre-deux. Vraiment. Et en même temps, en fait, moi, je le vois comme un triangle. C'est-à-dire que je propose encore quelque chose de différent dans la mesure où Système Univers, on assume complètement l'idée que le personnage est complètement pété, en fait. Il est surpuissant, en fait, il a aucun problème avec... Le postulat de départ, je trouve qu'il est génial. Hein. Ouais, et en fait, du coup, ça propose vraiment une autre saveur aux deux autres, où justement, il y a un côté, il faut qu'on progresse pour survivre. Là, dans le 3e, c'est le gars le plus fort, il est tout pété, il est trop fort. Ouais, il est méga chill, mais en même temps, le ton, du coup, est entre les deux, parce que c'est quand même un forceur. Il demande... il cherche beaucoup à comprendre comment ça marche et comment optimiser son truc, et en même temps il y a beaucoup d'humour, il y a un ton léger parce que en fait en plus il s'en fout, sa situation le permet de rigoler de choses qui sont pas très drôles, tu vois. Non, il y a vraiment un détachement, et vraiment il est vraiment entre les deux. Pour moi, c'est en termes de ton, il y a le côté drôle et un peu what the fuck, mais en même temps c'est plus sérieux et posé, c'est moins, ça part dans tous les sens. Moi, je suis content, c'était voulu, donc il est fort, il est bon. Je suis très content. Non, vraiment il est entre les deux, donc ça peut être pas mal si les gens savent pas trop. Je trouve que la transition peut être pas mal d'un genre à l'autre, tu vois. C'est ce que je veux dire. Je me dis que c'est pas mal. Bref, c'est trop bien, lisez-le. De toute façon, ça fait 6 mois que je vous bassine avec ce bouquin, j'en parle à tout le monde. Oui, je suis très content de voir que... J'ai mis plein de coups de cœur dessus, vraiment, tu continues d'en parler, donc moi je suis ravi. Du coup, on va négocier, je pense que je vais me prendre une commission sur les ventes. Non. Ça se tente.
Ça se tente. Ça se tentait, peut-être. voilà. Non, ça marche très très bien et je suis contente de la démarche en fait que ça fait de... Coucou les gamers, on pense aussi à vous. Et ça, c'est cool. Ouais, et en plus, pour le coup, on nous le rend bien parce que là, on a eu au moment où on enregistre ce podcast, le tome 2 est sorti depuis quelques semaines. Oui. On a vraiment un bon lancement, on est très contents. Il y a vraiment des gens qui l'attendaient visiblement et qui sont venus premier jour ou qui l'ont précommandé, que sais-je, pour aller le récupérer. Donc, on a vraiment eu des super retours dès la première semaine. Et au moment où le podcast sort, normalement, dans quelques semaines, en quelques jours, le tome 3 sort. Une dizaine de jours à peu près, normalement. Et alors là, pour le coup, je suis trop content parce que le 3, c'est mon préféré. Ah ouais? Ouais. Ok. J'ai vraiment hyper hâte d'avoir la réaction des gens parce qu'il se passe des trucs de ouf. Ok. J'ai trop envie. Ah oui, et juste pour dire, non, ça n'est pas une trilogie. Cette histoire de crâne là sur la couche, ce n'est pas ma faute, ok? Il se dédouane de toute responsabilité. Ouais, c'est pas il balance. Du tout. Non, je peux pas dire ça à la caméra. En tout cas, ça n'est pas ma faute, les gars, ok? Juste, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Voilà, c'est pas moi. Mais du coup, il n'y en a pas que 3. Et c'est prévu d'en faire d'autres? De faire tous les autres? Alors, en fait, on ne sait pas encore combien il y en aura exactement. Ouais. On sait que c'est 9 ou 10. Ok. L'auteur n'a pas encore officiellement décidé. Honnêtement, quand tu lis le dernier qui est sorti aux US... C'est le combien qui est sorti? Le 7 est sorti aux US. On a l'impression que ça va quand même plutôt être 10 parce qu'on est quand même loin d'une résolution complète, en tout cas de toutes les intrigues qui sont en cours au niveau du tome 7. Ok. Donc, mon intuition, c'est qu'on part plutôt sur 10 que sur 9, mais après, en fait, les bouquins sont de plus en plus gros aussi. Ouais. Ça, je ne vais pas vous le dire parce que ça va vous faire peur. À part le 2, du coup, qui est plus petit que le 1. Mais après, ils sont tous de plus en plus gros. Okay. Et on arrive à un volume assez colossal sur le tome 7. Ouais, mais c'est trop bien, c'est pas grave, ça en fait plus, on est content. Il est vraiment très très bien. Oui. Donc voilà, mais voilà, sachez-le, il est assez volumineux. C'est vraiment... voilà. Et donc, si ça se trouve, le 8 sera encore plus gros et donc il aura le temps de résoudre plein de... Oui, au final, on partira sur 10. Et ce sera sur 9, mais... Mais du coup, c'est prévu de traduire et de publier le reste. Alors nous on a acheté, pour l'instant, c'est que les le 3. 7 n'était pas sorti quand moi j'ai acheté les droits, donc on a acheté jusqu'au 6. Alors je vous donne tous les coulisses là. Trop bien. On a acheté jusqu'au 6. Tu diras si t'as pas le droit de le dire, on coupera. Non mais je crois que j'ai le droit de le dire, ça va, c'est de... Enfin tu vois, ça même... alors ça c'est les trucs d'industrie, mais il y a des newsletters qui circulent, c'est des droits qui sont achetés, etc. Et je crois qu'on a été dessus pour dire qu'on avait acheté les 6. Au pire, d'ici juin, en théorie, ça devrait le faire. Ouais, non, mais t'inquiète, franchement, ça c'est vraiment... Au pire, c'est ta faute, hein, c'est pas moi, c'est toi qui te redirais. On a acheté jusqu'au 6, puisque à l'époque, le 7 n'était pas sorti. Et là, on va attendre quand même un moment avant d'acheter le 7, parce que ça nous coûte de l'argent quand même, il faut sortir des thunes. Acheter les livres, quand on signe. Donc, je renonce à ma commission pour que vous l'achetiez. Ouais, s'il vous plaît. Et ensuite, ouais, non, le 7, on l'achètera quand ce sera nécessaire, voilà. Mais on va pas l'acheter beaucoup plus tôt, je pense. Ok. Non, moi, c'est une belle aventure en tout cas qui se lance. Mais je suis content que ça t'ait plu en tout cas. Franchement, j'ai kiffé. Mais vraiment, je dis pas ça juste pour faire genre, j'ai vraiment kiffé. Ouais. J'ai pas de problème à dire que Primal Hunter est un peu moins ma cam. C'est pas moins bien parce qu'il est réussi, mais ma vibe se rapproche beaucoup plus d'un truc comme ça. Donc vraiment, c'était, je pense que ça m'était destiné, quoi. Clairement, un bouquin comme ça, je te vois putain. Bah écoute, j'ai trop hâte que tu lises la suite, franchement. Ça... Bah oui, moi aussi j'ai hâte de lire la suite, donc quand tu veux, tu me le 3, vraiment, c'est mon obsession. Genre, j'ai vraiment trop hâte que les gens le lisent parce que. Je vais pas attendre la sortie. Il y a vraiment mes personnages préférés et tout dedans qui font des trucs de ouf, donc. D'accord, je veux le lire. Mais non, mais les autres aussi sont bien. Après, 4, 5, 6, 7 sont très très bien. Okay. Et du coup, pour le soir, rendez-vous le 10 juillet Le 10 juillet, ouais. C'est sûr? Excuse-moi. Écoute, on réadaptera, mais 10 juillet, quoi. Oui, non, mais on est 99%. Bah, on l'a écrit de toute façon dans le tome 2, donc maintenant c'est trop tard. Oui, c'est vrai. Pas le choix. Ça a été annoncé, donc ce sera tel quel. Non, en fait, il est très dur à traduire. Je peux pas vous mentir. Okay. On est en train de travailler dessus là actuellement. Ouais. Bah, du coup, pas actuellement quand vous verrez cette vidéo, mais actuellement quand on la tourne en tout cas. Il est très très dur parce que, je peux pas vous dire pourquoi, mais l'environnement, le niveau dans lequel se situe a un contexte et des mécaniques qui sont ancrés dans le réel. C'est quelque chose qui existe vraiment dans le vrai monde, mais c'est des trucs horribles du coup qui à traduire sont infects, vraiment abominables. On va pas en parler plus parce que vraiment je suis déjà ça se voit sur la couve après. Toi je peux te le dire si tu veux, mais genre le principe ça se voit sur la couve en tout cas, donc voilà, mais c'est hyper dur à traduire, c'est un enfer. Mais on s'en sort très très bien. Franchement, on a une très bonne équipe dessus, donc on avance bien. Mais oui, c'est vraiment des débats et des. Mais non, mais ça veut dire ça, mais ça veut aussi dire ça. On veut pas confuser les gens, donc il faut utiliser ça. C'est bien, il y a une volonté de vouloir bien faire et de. Ah oui, beaucoup. Et encore une fois, j'ai beaucoup de chance. Je travaille vraiment avec une équipe où tout le monde est hyper investi et hyper fan des séries sur lesquelles on travaille. Donc tout le monde se pose un maximum de questions et on a plein de débats. Donc c'est cool. Trop bien. Mais c'est dur. Oui.
Bon, ouais, voilà, on a fait le tour. C'était bien sympa. Il y a plein de trucs ultra différents. J'aurais pas cru que c'était aussi varié. Je suis trop contente chaque fois que je reçois des gens, c'est des trucs Dans giga mon top, variés. C'est trop bien. Bah, il y a que de l'horreur, là. Enfin, Hunger Games, c'est pas vraiment de l'horreur. Bah, ça Ouais, non, mais ça reste des genres différents. Je veux dire, il y a des gens qui ont lu Hunger Games et qui n'ont pas forcément lu La Maison des Feuilles. Je connais des gens qui ont La Maison des Feuilles qui ce sera pas leur fin. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. C'est varié, quoi. J'essaie de faire des compliments, Écoute, d'être sympa, mais écoute, prends pas mes compliments. Je suis un omnivore de la culture. Oh mon Dieu. Mais tu sais que je voulais trop mettre un manga et en fait, je me suis dit non, mais en fait, t'en parleras moins bien. Et puis surtout, les mangas, c'est des séries tellement longues que le début, c'est rarement intéressant. Ouais. En fait, à un moment, je me suis posé la question est-ce que tu parles pas de Berserk? Parce que c'est quand même un truc pareil qui a grave marqué ta vie de lecteur. T'inquiète pas, je trouverai d'autres gens qui parleront de Berserk dans cette émission. Je suis sûr. Au pire, je le ferai moi s'il faut. Je me sacrifierai. C'est très bien. Mais du coup, en fait, j'étais vraiment en mode ah, vas-y, parle-en et tout. Et puis après, je me suis dit non, mais. En fait, j'ai tellement de choses plus intéressantes à dire sur les autres. Oui, au final. Et après un noyer, je voulais vraiment en parler parce que il y a que moi qui va en parler, genre sur cette terre. Oui, c'est sûr. Voilà. Autant les deux autres, bon, ça va, c'est connu. J'ai du Harry Potter, j'ai du Acotar, j'ai voilà. Mais ouais. Mais après un noyer, personne n'en parlera jamais. Et ben voilà. Si j'en parle pas, moi, je l'aime trop, vraiment. Lisez-le, s'il vous plaît, parce que alors, les autres, vous les avez déjà lus. Arrêtez d'en dire. Ça dire. va, on connaît, c'est bon. Mais après un noyer, et non, et mon livre aussi. Oui, celui-là, lisez-le, s'il vous plaît. Son livre, lisez-le. Mais c'est pas mon livre, c'est Matt Zinniman qui a écrit Dungeon Crawler Carl. Ouais. Mais bon, c'est voilà, leur style. Bref, il s'attribue les succès de tout le monde. Bon, bah c'était cool, plein de trucs différents. Bah merci. C'est trop bien, merci d'être venu. Franchement, c'était trop bien. Lui, ça va, on a bien papoté. T'es content? Ouais, et puis en fait, je trouve que parler de livres et se poser un moment pour vraiment faire un petit tour et bon, l'exercice du top 3, voilà, j'ai détesté, je te l'ai dit et voilà. Rien, avec plaisir. mais c'est quand même fun de pouvoir, tu vois, choisir 3 livres desquels je vais parler et sur lesquels on va pouvoir échanger. Ouais, le but c'est vraiment d'ouvrir un peu ça et de donner envie aux gens qui soit lisent pas forcément, soit auraient pas lu ça, tu vois. Ouais, puis c'est fun, nous on a eu 2 lectures communes, donc tu vois, on avait encore plus de trucs sur lesquels échanger, trop de chance. On a parlé pendant 4 heures. T'as fait ton top 3 toi déjà ou pas? Non. Non, mais non, bah, je me suis jamais posé la question, c'est beaucoup trop dur. Jamais je le fais, c'est votre taf, c'est pas le mien, hein. Vraiment, je le dis à chaque fois. Hein. C'est pour ça que moi je le fais pas. Je me retrouverai jamais là. Bah, hors champ, je te poserai la question. Okay. Et hors champ, je te répondrai. Sachez qu'il existe, mais vous le saurez pas. Non, c'est pas vrai. Ah. Bon, et ben nickel, bah merci beaucoup d'être venu, merci d'avoir fait toute cette route, c'était très très cool, je suis très contente. Nous on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode avec une autre personne, toujours pas de Jean. Je ferai la blague à chaque fin d'épisode de quelqu'un qui s'appelle Jean, pour dire c'est un autre Jean. Personne n'assume cette blague. J'adore voir la gênance sur le visage des gens. C'est un régal. Ok. Bah du coup voilà, on fait des bisous, puis moi je vous dis au mois prochain. Au revoir.